tiens à avertir tout le monde, c'est que derrière la colline, il y a rien. Vraiment, la colline de ah ouais, je veux plus d'argent, je veux devenir riche. En fait, derrière, il y a rien. Et effectivement, après, ça crée un leurre. C'est-à-dire que t'es en haut de la colline, donc tout le monde te regarde. Waouh, le gars est arrivé en haut de la colline et il te regarde différemment. Mais en fait, tu fais pas les choses mieux. C'est juste les gens qui te regardent différemment. C'est pas toi. En fait, c'est comme la façon dont tu t'habilles. Tu vois bien que les gens ils te parlent différemment quand t'es en costard que quand t'es habillé pour aller acheter ta baguette le dimanche matin. Le rapport il est pas le même. Les gens te regardent pas pareil, les filles te regardent pas pareil. Enfin, et donc c'est juste un habillage. Ce n'est pas toi. L'argent, ce n'est pas vous. Enfin, vraiment, c'est un point qui est important, en fait. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. T'es un peu stressé? Tu me disais que t'étais stressé. De façon générale? Non, là. Là. Pour faire ça. Oui, c'est marrant parce que c'est le thème, c'est-à-dire que de dire attends, qu'est-ce qu'on va dire? Si on va mettre des montants ou pas? Qu'est-ce que je réponds si c'est les montants? Ah oui, on va mettre un montant. Tes potes vont écouter et dire qu'est-ce que t'es allé faire ça là, tu vois? Ouais. Et tu te dis mais pourquoi je viens? Est-ce que c'est pour la fame? Est-ce que c'est pour le... En fait non, c'est peut-être presque plus pour la psychanalyse de moi-même en mode bon, ça oblige à avancer sur ce sujet, tu vois, bon. Et puis si on le publie pas, ouais. C'est pas grave, tu vois. Et puis tu m'enverras la facture comme je dis. En mode, je crois que c'est remboursé par la Sécu. Tu vois. Mais t'as l'impression que t'as besoin d'avancer sur le sujet? Est-ce que j'ai besoin d'avancer sur ce sujet? Ouais, j'ai besoin d'avancer sur le sujet. Ok. J'ai besoin d'avancer sur le sujet. C'est quelque chose dont on se libère, tu vois. C'est dur de se libérer du rapport à l'argent. C'est dur de se libérer du rapport au travail. C'est dur de se libérer du rapport à l'amour tel que la société te l'impose. Tu vois. Donc tout ça, c'est dur de se libérer de la société. Sébastien, t'as 44 ans? J'ai 44 ans depuis 2 semaines. Bravo. Toutes mes félicitations. Bah écoute, j'espère continuer comme ça. Je voulais t'inviter dans ce podcast parce que tu fais partie des... J'ai pas beaucoup de gens qui sont très fortunés autour de moi. Je sais pas à quel point t'es très fortuné, mais je sais que t'es très fortuné. Et après, tu vas sans doute me dire, je suis pas très fortuné par rapport à Jeff Bezos, parce que en fait, quoi qu'il arrive, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Mais en fait, surtout, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir que tu me racontes un petit peu ton parcours par rapport à l'argent et par rapport à cette boîte que t'as créée. T'es pas devenu fortuné par hasard, ça t'est pas tombé dans la bouche quand t'étais petit. T'as créé une boîte que t'as fini par vendre et dont cette vente a changé ta vie il y a quelques années de ça. C'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Juste avant 40 ans, c'était mon objectif. Ah, c'était ton objectif en plus. Je t'ai expliqué. Tellement intéressant. De libération, d'être libéré du travail. Tu vois le sujet. On va en parler. Parce que j'ai pas l'impression que tu te sois libéré du travail. Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison, pardon. Je suis pris la main dans le sac. Donc tu voyages souvent, t'es assez peu en France. Et la fois passée, quand on s'est vu, j'avais l'impression que t'étais dans une folie de travail aussi, tu vois, et tu me racontais toi-même que tu t'étais vraiment un peu cramé la tête. Et là, tu viens d'arriver chez moi, tu te poses dans le canapé et tout, et en fait, je te vois, tu te poses, tu souffles vraiment comme si t'étais épuisé. Et je me suis dit, mais Sébastien, que se passe-t-il? Ouais. Je sors du travail d'avant et puis je repars au travail d'après. Et tu continues à travailler. Tout à fait. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là parce que j'imagine à quel point je crois que ça va pas être évident pour tous les gens que je vais interviewer d'une manière générale sur ce podcast. Donc merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu pourrais commencer par me raconter un petit peu en fait, quand je te dis argent, à quoi tu penses? Là, comme ça. À quoi je pense? Ouais.
Qu'est-ce que ça te fait dire? Alors là, la réponse, je veux dire la réponse de coach presque, tu vois, c'est de dire que l'argent c'est de l'énergie. C'est l'énergie en puissance, comme le pétrole est de l'énergie en puissance. En fait, pour moi, l'argent c'est une façon de stocker l'énergie que tu peux avoir entre humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une entreprise, un petit artisan qui lance un business, il a peu d'argent, en fait, l'énergie, c'est son poignet, c'est ses mains, c'est ce qu'il veut bien mettre, et il est limité par sa propre énergie. Si cet artisan il décide de lever des sous, en fait, il va récupérer plein de sous, plein d'énergie. Et cette énergie, il va la dépenser. Et là où effectivement, quand tu brûles du pétrole, tu dégages de l'énergie, tu canalises dans un moteur qui te fait avancer, et ben là, cette énergie va lui permettre d'aller, je vais utiliser un mot violent, mais voler de l'énergie ou utiliser l'énergie d'autres gens pour qu'ils travaillent à sa cause. Et aujourd'hui, tu vois, je travaille dans le monde des startups et autres, et je dis, un des rôles du dirigeant, c'est de s'assurer que la boîte a de l'énergie, donc de l'argent, soit qu'il est allé lever, soit que la boîte en génère suffisamment toute seule pour être autonome, et de canaliser, donc donner une direction à l'entreprise pour que cette énergie qui est consommée, elle aille dans la bonne direction, elle fasse avancer quelque chose. Donc aujourd'hui, l'argent, tel que je le vois comme une ressource dans un jeu vidéo, tu vois, c'est ce qui te permet de consommer cette énergie. Et quand t'en as trop sur ton compte, en fait, c'est comme à StarCraft, quand t'as trop de cristaux, ça veut dire qu'il faut vite que tu fasses des investissements, parce que ça veut dire que si t'en fais rien, ça veut dire que tu vas pas assez vite, tu vois. Alors rappelons que tu es déjà t'es ingénieur informaticien, donc ça c'est ton métier de base, que tu es aussi fan de jeux vidéo. Tu viens de le balancer, et en fait que l'une de tes vies après avoir vendu ta boîte, c'est de réinvestir cet argent que tu as gagné dans d'autres boîtes. Et c'est ce que tu fais là aujourd'hui. Quand tu viens me dire j'ai un rendez-vous après, j'ai un rendez-vous avant, c'est avec les gens notamment dans lesquels tu as investi. Les entrepreneurs avec lesquels je travaille, effectivement. Ok. L'autre question que je pose à tous mes invités, c'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent? Alors, tu me l'as dit là, juste avant qu'on commence le podcast, je suis oulala. J'ai vu ton visage s'éclairer. Exactement. Et tu sais à quoi j'ai pensé? J'ai pensé, et c'est un exemple que je dis souvent quand je dis qu'il faut choisir. Quand je dis diriger, c'est choisir, c'est renoncer. Et en fait, j'ai cette image de moi avec une pièce de 10 francs chez Mohamed l'épicier qui a les bonbons. Et avec ces 10 francs, je dois choisir entre 5 oursons ou 10 frites et 5 bisous, tu vois. Et en fait, cet argent que j'ai, c'est ce qui me donne accès à ce plaisir, en fait. Tu vois, je crois. Et donc, ma mère qui me demande soit d'aller acheter un pain ou de la crème fraîche et que je peux récupérer la monnaie pour acheter des bonbons, mais en fait, je me rends compte que c'est ce qui me donne accès, mais qui en même temps m'oblige à un choix cornélien entre les oursons ou les bisous et les frites, quoi. Tu vois. Et tu te souviens ce que tu as acheté? Je crois que j'étais plutôt sur la diversité plutôt que de tout claquer dans 5 oursons. Et donc, mon choix, c'était le non-choix. C'était la possibilité d'avoir le plus de choses différentes, quoi. Tu vois. Et là, tu rentres avec le paquet... Et donc, je crois que c'est ça mon premier souvenir d'argent. Vraiment, je crois que c'est ça. C'est ce rapport à la boulangerie, la première fois où tout seul, tu prends, t'as des sous et tu dépenses. Et en grandissant, comment t'as l'impression qu'avec le recul, que ton rapport à l'argent s'est structuré pendant ton enfance et ton adolescence? Enfance, pas trop. Donc, à part ce rapport-là, donc ça veut donc dire que j'ai été protégé par ce sujet toute mon enfance. Le premier sujet où ça a été un petit peu une question, c'est j'étais dans une école privée où il y avait que des garçons
Et t'étais dans une école de garçons? Ouais, une école de garçons, ouais. Tu vois, frère des écoles chrétiennes. On faisait l'appel à la messe tous les lundis matins. Enfin bref, un truc bizarre. Enfin pas bizarre, mais d'un autre temps, on va dire, pour quand tu expliques ça aujourd'hui. Et en fait, c'était donc une école remplie de bon, ils essayaient de mettre en place de la diversité, mais la diversité c'était plutôt des fils d'ambassadeurs. Et c'était une école très bourgeoise. Et l'argent était présent notamment dans les habits. Tu vois, c'est-à-dire que on t'évaluait la qualité de tes Reebok Pump ou de tes Nike Air parce qu'elles valaient un certain montant. Et en fait, c'était le gage de la bonne qualité et de la coolitude. Pareil pour la doudoune chevillon. Et j'ai toujours été surpris. Et ça me surprend encore aujourd'hui. On dit l'habit fait pas le moine, mais en fait, mine de rien, il a quand même un impact énorme sur autrui. À quel point, finalement, ces repères qui sont des repères effectivement de style, parce qu'il y a une dimension de style, mais aussi des repères qui sont liés à l'argent. Tu vois. Et quand tu portes du Martin Margiela et qu'il y a le petit trait blanc à l'arrière de tes chaussures ou les 4 traits à l'arrière de ton t-shirt, on sait que tu as payé tes chaussures 700 balles, même si elles ne sont pas plus designées que quelqu'un d'autre. Et en fait, ce petit détail discret, mais là, il explique que, en fait, je me positionne comme étant sans être ostentatoire, mais je le rappelle en fait. Et seuls les vrais savent, et c'est une sorte de communauté qui dit attention, il y a de l'argent. Et ça, c'est là où en fait j'ai été un petit peu, j'ai un peu ce rapport-là. Mais maintenant que j'y pense, il y a aussi pendant ma primaire où en fait c'était, on avait la chance d'avoir mes parents qui sont pas nés fortunés, mais qui avaient fait le pari. Ils font quoi ou ils faisaient quoi tes mes parents? Mon père était fils de vétérinaire, historien de formation. Il avait essayé l'ENA, mais il n'a pas réussi, il était premier collé. Et ma mère était prof de français, grec-latin, lettres classiques. Et c'était donc cette nouvelle bourgeoisie / petite bourgeoisie en banlieue parisienne ouest, très, tu vois, et qui cherchait à évoluer dans des sphères qui reconnues, enfin, on va dire, qui nous éduquaient correctement. Correctement, je mets vraiment entre guillemets, parce qu'en fait, toute éducation est correcte, hein, mais bon, c'est par rapport aux standards de l'époque que eux voulaient, en fait. Et en fait, quand j'étais en primaire, je me suis rendu compte que mes parents avaient fait le pari d'acheter une maison qui était un ancien hôtel, qui se sont mis, mais vraiment la rate au courbouillon pour l'acheter. Et puis mon père a évolué dans une société, il a été un cadre sup, tu vois, qui gagnait bien sa vie. Mais cette maison était un ancien hôtel, un restaurant, en imposé, avait une stature, et donc une stature qui derrière faisait état, ou était démonstratif d'une certaine place. Un statut, c'est ça? Ouais, d'un statut. Donc je voyais l'impact que ça avait sur les gens, quoi. Tu vois. Même ma mère qui avait une vieille Mercedes, mais c'était une Mercedes. Enfin, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est signe extérieur de richesse. Donc là, il n'y a pas l'argent. On est ado, il n'y a pas trop l'argent. Mais en fait, il n'est pas là, mais il est un peu partout. Tu vois. Et voilà. Et donc, à part ça, et quelques fois où tu dois sortir et tu te rends compte que tu as besoin d'argent pour aller au bowling ou d'aller au McDo, et où là, tu as un rapport avec tes parents qui te dit tiens, je te donne ci ou je te donne ça. Tes parents ne te filaient pas d'argent de poche? Alors, si, ils m'en filaient, mais je me souviens même plus quoi des montants. En revanche, arrivé au lycée, moi j'avais comme tu as dit, j'étais gamer. Là où l'argent était un facteur limitant pour moi, c'était jouer au jeu, tu vois. Donc, déjà, mes parents voulaient pas que j'ai de console de jeu, donc j'ai pas une console de jeu. Pareil, donc j'allais au bar pour jouer sur jeu d'arcade. Ouais. Des fois, je me faisais attraper par mon père ou ma mère qui m'attrapait par la peau des fesses et me ramenait à la maison. Ah ouais, c'était vraiment anti-jeu. Et en quoi. fait, pour jouer, t'avais besoin d'argent. Pareil pour fumer des clopes, tu vois, faire tous les trucs interdits, en fait, il te fallait de l'argent.
Et quand j'étais ado, je faisais soit du trafic pas de clopes, mais de biddies pour, tu vois, récupérer dans cette école de gens un peu fortunés qui avaient de l'argent de poche avec un pote. Ou bien plus tard des CD copiés PlayStation, enfin tu vois, une façon de s'attribuer de l'argent avant que même que t'en aies besoin, quoi, tu vois. D'accord. Et donc c'était l'élément qui te permettait d'arriver soit à des choses interdites, soit des choses inaccessibles, comme s'acheter une guitare, des choses comme ça, où là tu étais obligé de travailler. Donc là tu dis, en fait le travail te donne accès à un volume important d'argent pour avoir accès à tes besoins et tes envies, quoi, tu vois. C'est comme ça que... Tu vois, vraiment, mais c'est pas réfléchi ce que je te dis, c'est vraiment en explorant un peu mon cerveau, voilà ce que, les premiers rapports à l'argent, quoi. D'accord. Et t'as l'impression que tes parents, ils sont plutôt du genre à dépenser justement pour montrer, parce que tu disais que cet hôtel-là devait leur coûter très cher, et j'imagine, enfin, à un moment donné, il y avait un crédit à rembourser ou un truc comme ça, non? Alors, ils l'ont pas fait, en fait, ils l'ont fait juste parce qu'on est 5 enfants. Et que l'appartement dans lequel on était à l'époque, ça ne suffisait pas. Ils avaient besoin d'acheter une grande maison. Enfin, d'acheter. Ils pouvaient la louer. Mais en fait, ils ont fait ce pari-là, d'ailleurs, juste un peu avant l'inflation. Donc, c'était un pari intéressant. Mais bon, à l'époque, t'as emprunté à 10%. Donc, c'est hardcore. Et en fait, c'était juste parce que ils voulaient nous offrir un cadre de vie. Et effectivement, plus tu grandis, plus tu te rends compte que le fait d'avoir évolué dans cet univers-là, en fait, derrière, ça a dû coûter énormément d'argent. Et que tu finis par comprendre pourquoi ton père se tue à la tâche pour qu'on puisse tous faire des études. Des fois, c'est des écoles privées. Et en fait, tu comprends que c'est un vrai enjeu et que, en fait, mine de rien, c'est pas si accessible que ça. Ça demande beaucoup de travail de donner accès, non pas à un enfant, mais à 5 enfants, à des études supérieures, quoi. Donc en fait, tu sens qu'il y a eu un vrai investissement sur toi, quoi. Tu vois, sur chacun des enfants, quoi. T'appelles ça un investissement sur toi, c'est intéressant. Bah oui, parce que en fait, ouais, tu vois. Tu pourrais le voir comme un sacrifice. Après, je sais pas s'ils en ont les retours, tu vois, mais bon. Je sais pas, hein. Une fois que t'as suffisamment à vivre pour toi, tu fais quoi de l'argent qui te reste? Ah bah ça. T'as pas 5 paires de pieds pour porter 5 fois plus de paires de chaussures, tu vas se faire. T'as qu'un seul estomac. Enfin, bref. Donc en fait, t'as une nourrie des autres et les autres qui sont dans la continuité de tes valeurs. Donc ouais. Je peux le comprendre, quoi. Ok. Tu fais des études, tu te lances dans des études d'informatique, toi? Ouais, alors je me lance dans des études d'informatique en sortant de l'école. Alors ce qui est marrant, c'est que... Tu le fais par passion ou parce que tu dis aussi il y a moyen de gagner de l'argent avec ça? On sort un peu du sujet, mais en vrai, je suis pas si sûr. Moi, je savais pas quoi faire, hein. Franchement, j'étais un cancre à l'école, hein. Mais vraiment un cancre, hein. C'était... Les cours, c'était de la distraction entre de récré, quoi. De récré où au lycée, t'en profitais pour draguer, parce que au lycée, là, il y avait des filles. J'avais changé, je m'étais fait virer de l'ancien. Et en fait, moi, j'avais 3 potes qui étaient plus ou moins les geeks de l'école. À l'époque, Internet n'existait pas. En tout cas, n'était pas accessible dans cet univers. N'existait pas dans cet univers. On vous rappelle, c'était avant les années 2000, les enfants. Exactement, c'était dans les années 90. C'était au début des années 90. Et moi, je comprenais pas. Moi, j'étais accro à mon écran. Je comprenais pas pourquoi tout le monde n'était pas accro à l'écran, quoi. Tu vois. Et moi, j'étais bien derrière un écran. Tu vois. C'était vraiment... Puis j'avais mes potes... geek, même si j'étais un des gars branchés de l'école, j'avais cette ambivalence du côté geek. Et ma copine de l'époque, une fille assez mignonne qui allait faire salon de l'étudiant, s'était fait alpaguer par des mecs qui se sont dit « Ouh là là, il y en a une mignonne, on va essayer de la recruter. » Elle a dit « Ah oui, j'ai pris pour mon copain. » Elle m'a donné un flyer d'une école. Et en fait, je devrais la remercier, mais j'ai jamais réussi à la retrouver sur Facebook, parce que c'est un nom trop commun. Et en fait, j'ai fait cette école. Et j'ai fait cette école juste par passion. Quand j'étais allé la visiter, c'était
je pensais que j'allais faire des jeux vidéo, tu vois, c'était l'intelligence artificielle, et les sciences cognitives, tu vois, des choses qui en fait parlent aujourd'hui et qui est dans le vocabulaire de tout le monde, mais qui était dans le vocabulaire de personne à l'époque. Et j'ai fait ça véritablement par passion. Et c'était un univers où, en fait, tu plonges dans la matrice et tu touches l'internet et tu le construis parce qu'il y a rien, il y a vraiment rien. C'est-à-dire pour toute une école, ils sont super fiers de t'annoncer qu'ils ont une LS, donc c'est une ligne spécialisée qui monte à 1 méga, tu vois. Et on est 500 derrière le méga, tu vois. Donc, bref. Et donc je fais ça vraiment par passion avant que l'internet arrive. Et tout le monde qui me dit, mais attends, tu vas arriver là-bas, ce sera en 96. Ouais, il restera 4 ans où on aura besoin d'informaticiens pour gérer le bug de l'an 2000, mais après, il n'y a pas de taf dans l'informatique. C'est fini la courbe de l'informatique Eldorado. Tu vois ce que je veux dire? Les visionnaires. Les visionnaires. donc voilà. Et moi, je dis, mais tu sais, je le fais pas parce que j'ai des plans sur la comète. Je le fais juste parce que c'est ce qui me fait kiffer au quotidien, quoi. Tu vois. T'avais trouvé ta passion, quoi. Ouais, j'ai trouvé ma passion. Et puis, et le code, j'ai trouvé toujours ça magique parce que pour moi, c'est de la poésie. Tu crées des choses qui vivent toutes seules. Enfin, tu vois, c'est une créature éthérée. Enfin, tu vois, donc vraiment, j'étais content de faire ces études. Ça a été génial. Et effectivement, pendant mes études, il y a commencé à avoir la première bulle de l'Internet avant qu'elle éclate. Et là, il y a un truc bizarre, c'est que ta passion devient un truc où tout le monde la veut et on t'affiche des prix délirants, quoi. Tu vois. L'école valait assez cher et je ne sais plus d'ailleurs combien ça valait. Je crois que ça valait 7 000, non pas 7 000, peut-être 6 000 euros. 5 000 euros. Ça valait 5 000 euros à l'époque. C'était beaucoup. Et donc, je crois que c'est donc 35 000 francs, un truc comme ça. Et tu te retrouves, t'as un savoir, t'es un des premiers à savoir coder, côté serveur, faire des sites, faire des applications, sécuriser des réseaux. Et en fait, il y a toute la France qui a besoin d'aller là-dessus. Et t'as des gens qui viennent te voir en disant, est-ce que tu veux pas former des gens? Donc tu te retrouves à être formateur, t'as même pas 19 ans, 20 ans, avec des gens qui sont des fois des patrons de la sécurité chez Thales. Enfin, tu vois, et t'es là, tu te dis, mince, le costard est beaucoup trop grand pour moi. D'ailleurs, il était trop grand pour moi, aussi physiquement. Et on te rémunère un truc genre 2000 francs par jour. C'est comme si aujourd'hui on te rémunérait 1500 euros par jour alors que t'es ado, quoi, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, la vache, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je suis en train de faire je fais des études qui en fait sont au cœur d'une économie qui est en train de naître. Et je me suis retrouvé pendant mes études à faire une activité de un peu commercial, c'est-à-dire je vendais la main-d'œuvre estudiantine, donc j'avais fait un petit labo. Enfin, il y avait un labo qui s'était créé dont je faisais partie et je monétisais la main-d'œuvre estudiantine pour des projets de R&D digitaux. Et en fait, les gars étaient sponsorisés par, à l'époque, ça s'appelait l'Anvar, mais donc la BPI. Et en fait, il y avait des développements qui étaient pris en charge par la BPI. C'était de la recherche et de l'innovation. Et c'était encore plus vertueux quand c'était fait avec des étudiants qui étaient dans l'univers du travail, qui arrivaient dans le monde du travail. T'avais monté ça au sein de l'école? Au sein de l'école, oui, tout à fait. Et t'en avais fait un business? J'avais fait un business, oui, tout à fait. Un business. Enfin, déjà, rien que ça, tu vois, moi, j'ai des yeux comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais je ne me rends pas compte. Bah non, mais parce que, en vrai, bon, bah, je me retrouvais, déjà, je me rendais compte à ce moment-là, que ton savoir, il se monétisait parce qu'on me faisait faire des cours, tu vois, je bossais 4 jours, je gagnais l'équivalent de 8000 francs. Donc, à donner des cours à des gens, tu vois, donc, tu vois, bon, c'était pas sans stress, hein, il y avait pas de coût, mais donc, tout de suite, t'as accès à une certaine richesse, donc une certaine autonomie. Très vite, je me suis retrouvé à payer moi-même mes études, tu vois, et j'ai dit à mon père, vas-y, ça sert à rien que donc, au bout de la 3e année, je lui ai dit, écoute, tu payes plus, je paye moi. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est intéressant oui, j'aurais pu ne pas le faire. Je préfère couper pas couper le cordon, mais en tout cas, j'ai pas besoin, c'est moi qui vais prendre en charge. Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment pas le côté couper le cordon, c'est juste le côté, écoute,
c'est quand même, si j'en ai pas besoin, pourquoi tu me donnerais cet argent, en fait? Tu vas se dire, donc, intéressant. Et c'est pas une question de je vais être tout seul parce que j'habite encore chez mes parents. Tu vois, pour tout te dire, j'en profitais et par confort et plus par la peur de quitter le foyer que véritablement le fait d'économiser ou autre. Tu vois, donc bon, il y a ça et donc quand je crée ce labo, en fait ça faisait quand même pas mal de chiffre d'affaires et quand j'ai fini mes études, j'ai décidé j'avais un ensemble de potes qui avaient un projet. Je me souviens de méga cybercafé qu'on devait lancer, que finalement on n'a jamais réussi à lancer parce que la bulle a éclaté, on n'a jamais levé de sous. Les années 2000. Exactement. Et donc on l'a juste vendu notre propre main d'œuvre. Et le patron de l'école m'a dit à l'époque, écoute Sébastien, tu veux pas rester, tu vois, on te salarie et tout, parce que lui il regardait le PNL, donc la différence entre ce qu'on gagnait et ce qu'on dépensait, il voyait que c'était très rentable. Il dit. Donc tout ça c'était pour l'école, hein, c'était pas pour ta pomme. C'était fait à travers l'école. Ah si moi j'étais, je touchais le fruit de mon travail, donc j'étais rémunéré par l'école, parce qu'à l'école je dis écoute. On vend ça 100 000. L'étudiant, on lui finance ses études. Donc, tu vois, par exemple, un étudiant, tu finançais une année à 5 000 €. Et il y en avait 5 qui avaient travaillé dessus. Donc, à 5 000 €, ça fait 25 000. Il reste 75 000. L'école, elle en prend 30. Et moi, j'en prends 20. Et puis, voilà, quoi. Tu vois, c'était comme ça que ça marchait, quoi. Et il en reste encore, je sais plus combien. Mais tu comprends que de mon point de vue, t'es déjà dans une perspective de business. J'ai jamais eu ça, moi, par exemple. Tu vois, pour moi, c'était cool de faire les choses. Oui, c'est vrai que j'ai une perspective où je me dis, on vend quelque chose, enfin, on fait quelque chose et en fait, ça a une valeur en face. Et c'est marrant parce que à ce moment-là, tu ne te vends pas toi, tu vends un développeur, tu vends un expert de base de données. En fait, tu vends pas l'individu que tu es, tu vends le masque que tu revêtis quand tu fais le job. Donc en fait, dessus, il n'y a pas marqué je vends Sébastien qui vaut tant. Tu dis je vends un architecte designer de logiciel qui vaut tant parce qu'il va bosser tant de jours, quoi. Tu vois, donc tu fais une matrice, tu vois. C'est plus simple pour toi de te vendre comme ça, c'est-à-dire justement de ne pas te vendre? Ah bah oui, se vendre soi-même, c'est quelque chose qui est très très difficile à faire. C'est pour ça que tout le monde a des agents. Tout le monde a des agents. Je me suis même posé la question en ce moment de monter une agence pour les techs. Ah oui. Parce que les techs, ils ont beaucoup de valeur dans les mains. Aux États-Unis, c'est des stars, ils sont payés une somme folle. Et en France, en fait, s'ils veulent évoluer et gagner plus cher, il faut qu'ils deviennent managers. Donc en fait, faut qu'ils fassent un truc qu'ils ne savent pas faire. En plus, tu vois, manager, c'est tu travailles avec les gens, pas avec l'écran. Donc, tu vois. Et en fait, c'était ça, c'était un peu ça ma valeur. Okay. De défendre la valeur technique, en fait. Bon, je suis planté à plein d'égards. Hein. Des fois, j'ai sous-vendu, des fois, j'ai rarement survendu. Tu n'as jamais l'impression de vraiment survendre. Mais... Et donc, c'est ça ce que j'ai développé pendant cette période. Et quand on a voulu faire notre boîte et que ça n'a pas marché, en fait, on s'est transformé plus ou moins en une société de service. Et je vendais ce que je faisais auparavant, c'est-à-dire la main-d'œuvre qu'on avait pour soit faire de la formation, soit développer des logiciels, bref, une sorte de SS2I, une agence pour faire ça. Qui est en fait la boîte que tu vas finir par vendre Non, celle-là, elle a duré 2 ans. Okay. Et après, j'ai repris une autre boîte avec... parce qu'en fait, moi, j'avais monté une boîte qui s'arrêtait, donc que j'ai quitté 2 ans plus tard. Et un de mes potes de promo avait aussi monté une boîte avec des associés. Et cette boîte, les associés sont partis. Et moi, je les rejoins. On a repris la boîte ensemble. Voilà. En 2003. Et l'histoire s'est terminée en 2017. Tu vois. Donc, 14 ans. Presque 15 ans, quoi. Allez. Sans lever de sous. On va pas lever de sous. Ouais, autofinancé. Autofinancé, ouais, totalement. C'est hyper intéressant. Oui, c'est aujourd'hui dire quoi, comment t'as fait? Attends. Écoute, c'est simple, on me donnait pas d'argent. C'était à l'époque, tu allais voir, j'ai besoin de lever des sous. Non, Internet, c'était un marché de niche.
Ouais, 2003, quand vous reprenez cette boîte, pour expliquer un petit peu aux plus jeunes, mais en gros, la bulle a éclaté et c'est vraiment l'Internet, c'est bon, quoi. Il n'y a plus personne qui veut mettre dessous dedans. Exactement. Et donc, et puis, bon, il y a des phrases qui aujourd'hui paraissent bizarres, mais Internet, c'est effectivement un marché de niche. C'est une mode. Un sous-média, comme disait Moujotte de TF1. Sous-média. Que les boîtes du CAC 40 ne travaillaient pas avec les startups. Que le cloud, c'était mal. Voilà, que je recevais encore en 2008 des commandes par fax. Enfin bref, tu vois, les gens se rendent pas compte que... Ah oui, et puis si tu voulais louer des bureaux, il fallait 1 an de bilan, parce que le coworking est un concept qui n'existait pas. Et si tu voulais des mails avec ton propre nom de domaine, il fallait que tu installes un serveur dans tes bureaux, quoi. Voilà, donc c'était les gens se rendent pas compte. Et t'avais pas les mails sur ton téléphone, et puis ta boîte avait pas les sous pour acheter des ordinateurs portables. Donc t'avais les mails que au bureau ou chez toi si t'arrivais à configurer le truc. C'était il y a fort longtemps. Hein. Voilà, et en même temps, pas tant. Tu vois, c'est ça qui est ouf. Ça a été vraiment à tout Non, non, mais et ce qui est marrant, pour revenir sur le sujet de l'argent, parce que je me rends compte là, en disant, c'est que, mais en fait, ce que tu vends, c'est toujours de la main d'œuvre. Donc en fait, t'es là, t'additionnes des fichiers Excel. Et tu fais des plans de projet, et donc mon rapport à l'argent tout de suite il est ben voilà, je vous ai mis 5 jours à 800 euros, 7 jours à 1002, enfin tu vois, et c'est presque, c'est irréel parce que c'est pas de l'argent, tu comptes pas les liasses de billets, c'est que des virements, des trucs comme ça. Donc en fait, je manipule, et je pense que j'aurais manipulé plus d'argent dans toute ma vie pendant cette période-là, en tant que en B2B, en tant que gestionnaire, tu vois, en tant que gestionnaire de ton entreprise, un peu comme un jeu vidéo, quoi, tu vois, comme un SimCity de l'entreprise. Et encore, moi, je suis plutôt sur l'acquisition, je suis pas sur la gestion. C'est toujours été mon associé, plutôt DAF. Et donc, et à la fin. Et c'est ça qui est paradoxal, mais c'est jusqu'à, je sais pas moi, 31 ans, je me payais 2000 euros brut ou net, hein, je sais plus, entre 1005 et 2005 net. Ça, j'ai rajouté 1000 euros à peu près pendant des années, quoi, et je me suis augmenté, je me souviens, à 3005, un truc comme ça, passé à 30 ans, je crois, parce que on avait acheté une maison avec mon ex-femme en banlieue, une petite maison en banlieue. Et que tu avais besoin de rallonger pour ton crédit. Et j'avais besoin de rallonger pour mon crédit, parce que sinon, c'était pas viable. D'ailleurs, le crédit, j'ai eu du mal à l'avoir, parce que comme j'étais entrepreneur et que ma boîte... Enfin, bref. Et donc, mais en même temps, c'est vraiment elle qui m'a forcé. Je dis, mais... pourquoi tu veux qu'on prenne plus? Parce que ce que je vais prendre plus, je vais l'épargner, et je vais épargner dans un truc qui va me rapporter moins que le potentiel de ma boîte, en fait. Tu vois, je me disais juste... Ça, c'est très intéressant. Parlons-en. Parce que tu t'es donc sous-payé pendant des années, parce qu'en fait, ta boîte, elle faisait combien de chiffres à l'époque, jusqu'à tes 31 ans, ta boîte? Bah, à mes 31 ans, je sais plus combien elle faisait à 31 ans, mais elle faisait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. T'avais combien de salariés? À 30 ans, peut-être j'en avais une vingtaine, un truc comme ça. Donc c'est pas non plus énorme, tu vois. Ouais, mais c'était déjà une PME, quoi. Ouais, c'était une PME, ouais. Et on était rentable, et tu vois, mais on réinvestissait tout ce qu'on gagnait pour pouvoir financer notre croissance. Donc en fait, voire même on se payait virtuellement plus, mais on se les versait pas. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le concours d'associés, c'est-à-dire que tu te dis, en fait, on te verse, mais enfin, on te dit, je sais pas moi, t'as gagné 60 000 euros. Mais on te verse que 12 fois 2000 euros, 24 000, et donc il reste 36 sur le compte. Et parce que, en fait, on sort pas cette trésorerie parce qu'on a besoin pour embaucher, on a besoin pour, tu vois. Donc c'était un peu, vous étiez aussi dans une course à la croissance. Parce ouais, que... tu snowball ton entreprise, et donc tout ce que tu sors, moi j'avais appris. Snowball, pour expliquer aux gens, c'est juste l'effet boule de neige, en fait. Tu remets les sous dedans pour que la boule soit plus grosse, et donc qu'elle capte encore plus de neige. Et parce que et moi, en fait, quelque chose qu'on m'a pas dit, hein, mais moi, j'ai d'éducation, j'utilise le terme éducation catholique, parce que j'ai été justement dans une école catho, que effectivement la culture de ma famille c'est une culture catholique, et en vrai, le rapport à l'argent catholique, il est un peu il est tabou. Il est tabou pour soi.
et il n'est pas du tout tabou pour le projet. Donc en fait, parler de l'argent dans l'entreprise, c'est pas vraiment parler de l'argent. Tu vois, c'est plus parler. Moi, j'ai toujours vu ça comme un high score. Tu vois, je dis. Le chiffre d'affaires, c'est un high score, ouais. Tu vois. Et puis je te dis, tiens, Fabrice, vas-y, t'en es où sur Mademoiselle, tu fais combien de chiffre d'affaires? Tu vois, tu m'as posé la question, ça fait combien de chiffre d'affaires? Ah ouais, c'est le high score à ce moment-là, tu vois. Et moi, j'ai toujours vu ça comme un high score. Et puis effectivement, j'ai toujours eu, j'ai un vrai esprit de compétition, et donc tu fais comparaison de Kiki, mais tu fais comparaison de Kiki de high score d'entreprise, tu vois, pas forcément de la personne, le worth, tu vois, le wealth, pardon, de la personne, quoi, combien il vaut, tu vois, ça me perturbait. Alors qu'en revanche, le chiffre d'affaires, encore plus le résultat, eh bien ça te donnait un indicatif de la performance de cet être éthéré qui est l'entreprise, quoi, tu vois, donc le monstre, l'avatar que t'as créé. Et donc c'est confort de parler d'argent dans le cadre de l'entreprise. C'est moins confort de l'avoir pour soi. Et donc, moi-même, j'étais mal à l'aise de gagner plus. Et j'ai toujours fait en sorte de pas être le plus gros salaire de la boîte. Toujours gagner moins que certains des gars qui étaient plus performants chez moi, quoi. Alors pourquoi ? Parce que j'imagine que... parce que en fait, on était... le pari, il était sur... déjà, c'était d'un point de vue management. C'est-à-dire que tu peux dire... tu vois, moi, j'ai toujours considéré qu'en fait, diriger, ça doit être un poste austère. Un petit peu, une forme d'austérité. J'ai toujours rêvé d'un président de la République qui arrive et qui dit, bon, moi, je divise mon salaire par 2 et ceux de tout le monde par 2. Et juste pour dire... Voilà, c'est austérité. C'est peut-être complètement débile, hein, je sais pas, mais ou en tout cas juste ce dont on a besoin, tu vois. Et moi, j'étais là, je prends juste ce dont j'ai besoin et puis et pas plus. Et puis voilà. Et puis de toute façon, je travaillé tellement que j'ai pas le temps de le dépenser. Et puis en fait, et résultat, j'ai pas l'impression de profiter du truc, tu vois. Donc c'est vraiment ce côté un peu catho, tu vois, de dire... d'austérité, quoi. D'austérité, exactement. Comme tu dis. Côté catho d'austérité, quoi. C'est très protestant, en plus. Il y a vraiment un côté, il faut pas que tu profites trop de la vie, sinon... Ouais, exactement. Oui. Ça va te retomber dessus à un moment donné, quoi. Bien sûr. Bien sûr, ouais, tout à fait. Et donc jusqu'à 30 ans, vraiment austérité, quoi. Et puis, un moment... Qu'est-ce qui t'a fait... En dehors de ce crédit, qu'est-ce qui t'a fait changer ? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, faut peut-être qu'à un moment donné que je me paye moi aussi de mon côté, quoi ? Non, ça n'a pas été comme ça. Okay. Ça a été plutôt l'environnement. Pourquoi je dis l'environnement ? Parce que, en fait, quand la boîte commence à grossir, tu vois, c'est des millions, voire dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, tu arrives dans ces zones-là. Et en fait, quand tu as de la bonne gestion de ton entreprise, tu te retrouves avec du résultat. Beaucoup de résultats. Alors le résultat, pour les gens qui savent pas, parce qu'on n'a pas forcément des chefs d'entreprise et des comptables. Attention, jingle, les moments explication de Fabrice de ce que c'est que le résultat. Oula, alors c'est ce qui te reste une fois que tu as ton chiffre d'affaires et en fait qu'on enlève toutes les charges de la boîte. Exactement. Voilà. Tout à fait. En gros, c'est ce que la boîte génère comme cash à la fin de l'exercice. Exactement. Et qui n'est pas la même chose que la trésorerie, parce que tu peux faire du bon résultat, mais des fois, trésorerie qui est l'argent disponible sur ton compte en banque, pour le coup. Et en fait, avec l'effet boule de neige, il y a un moment, il se passe un truc un peu bizarre, c'est que il y a trop d'argent. Et donc, tu te dis, on va faire des primes aux employés, des trucs comme ça, et puis t'en fais, mais tu vas pas faire des primes qui sont complètement déconnantes, quoi, parce que là, c'est cool parce que c'est le printemps et on ramasse, mais il y aura peut-être un hiver de demain et si tu les as habitués à faire des trop grosses primes, ça n'a pas de sens. Donc bref. Et donc t'arrives et tu te rends compte que t'as le bas de la ligne, la dernière ligne, il y a des trucs vachement positifs et tu te dis mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Et donc tu commences à te les donner. Et donc c'est là où tu te dis t'es là, t'es super content, tu t'es monté limite à 3500 € par mois, c'était déjà énorme et tu te fais des restos de temps en temps, puis t'as un peu les notes de frais.
Et puis à la fin de l'année, pam, t'as 100 000 qui tombent. Qu'est-ce que je fais de cet argent? Bon, ok, bon bah tu t'en occupes pas, ça traîne sur ton compte. Bon, tu t'y tapes, monsieur Lucas, faudrait que. Très bien. Ton banquier qui t'appelle, qui te... Ouais, et tu te dis, voilà, faudrait faire des placements ci, placements ça, et tu t'as pas confiance. De toute façon, tu comprends pas. Toi, t'es pas un mec d'argent, et lui, il comprend pas que tu sois pas un mec d'argent. Comment tu peux ne pas être un mec d'argent et avoir de l'argent sur ton compte, tu vois? Parce que moi, j'étais un informaticien qui vendait effectivement des lignes. C'est fou à quel point, mais c'est fou à quel point t'as vraiment comme tu disais tout à l'heure, une distinction entre l'idée d'avoir monté ta boîte et d'en faire un business depuis que t'es étudiant, quoi, et d'être incapable à ce point-là de gérer ton argent perso et de te dire je sais pas quoi faire, et pour moi il faut pas y toucher, quoi. Exactement. Ok. Et tu vois, là, j'ai 32, 33, 34, tu vois. Et ces années-là, bon, je dis, attends, c'est cool et tout. Bon, bah, je commence un peu à partir en vacances, puis j'ai un pote qui avait vendu sa boîte, il me dit, viens, on part en vacances et tout. 4 jours, ok, bon, je pars 4 jours, ça faisait longtemps que j'étais pas parti comme ça, tu vois, parce que j'étais parti juste pour mon voyage de noces avant mon divorce, tu vois. Et où j'avais un peu, mais ça avait été financé par les cadeaux de mariage, en fait, tu vois. Donc, là, et pour la première fois, je prends une chambre d'hôtel à 300 €. J'ai l'impression de, waouh, voilà, ces trucs de, tu vois, genre, génial. Et, austérité, toujours. Ouais, non, mais 300 €, c'était pas austère du tout. Tu vois, c'était, ou 400 €. Oui, le côté austérité. Tu viens d'austérité, justement. J'ai culpabilité de faire ça, quoi, tu vois. Et en fait, et cet argent, tu l'as. Et tu l'as gagné. Tu l'as gagné parce que tu as travaillé. C'est sur mon compte et ça tient. Et donc, comme un taré. Oui, et donc, même si j'ai pas l'impression, parce que fais un travail que t'aimes, t'as l'impression de jamais avoir travaillé, mais, et en fait, après, une année se passe. Et en fait, l'année d'après, bah, c'est pareil, tu récupères 100 000, voire même un peu plus. Et t'es là, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de cet argent, en fait, tu vois? Voilà. Et puis, en fait, j'ai gardé ça t'encombre plusieurs centimes. Ben oui, c'est pas quoi en faire. L'argent. C'est encombrant. Et puis surtout, je continue à travailler. Pourquoi tu trouves que c'est encombrant, l'argent, à l'époque? Ben parce que tu sais, par exemple, tu le prends dans l'univers de l'entreprise, tu dis si j'ai trop de cash, c'est un problème et tout. Et en fait, de ton côté, il y a des sous qui sont en plusieurs centaines de milliers d'euros auxquels tu n'as pas touché pendant 3 ans, 4 ans, et tout le monde te dira, mais t'aurais pu acheter un appart, c'est fatigant. Ouais, la flemme. C'est fatigant, c'est la flemme, tu vois. T'as pas d'énergie pour ça. Ouais, t'as pas d'énergie, puis en fait, qu'est-ce que tu veux en faire? Tu vois, c'est pas... Alors oui, il y a plein de trucs à faire et tout, bon. Et là, je suis sûr, je vais acheter un appartement, parce que tout le monde dit, il faut acheter un appartement, je pourrais acheter un appartement, et puis ça prend du temps, et puis tu sais pas quoi faire, et puis appartement acheté tout seul, parce que entre-temps, j'avais divorcé. Et c'est marrant parce que 5 ans avant, quand je suis marié avec mon ex-femme, je gagne moins et elle me demande de m'augmenter. Et d'ailleurs, quand on divorce, je pourrais presque demander. Oui, elle gagnait plus d'argent que toi, pour le coup. Ouais, et j'aurais presque pu demander une pension. Tu vois, enfin bref, je sais pas si je tirais un peu le trait, pied de nez, tu vois. Et où là, après, bon, bah, tu te retrouves avec tout cet argent, tu sais pas trop quoi en faire. Et l'appartement, l'immobilier, tu vois, moi, quand j'avais acheté une maison avec mon ex-femme qu'on a revendue après, bah, en fait, tu sais pas quoi en faire, tu vois, tu vas racheter une maison, mais une maison tout seul, ça n'a pas de sens, un appartement tout seul. En fait, bon, à l'achat, c'est toujours genre un plan de couple. Ensemble, quoi, tu okay. vois. Bon. Et donc, non, j'en fais rien. Si, j'ai à ce moment-là, d'ailleurs, avant même de gagner les sous à travers l'entreprise, quand j'avais vendu ma maison, je me souviens, j'avais tout mon capital de ce que j'avais récupéré, et j'ai un peu moins de 100 000 €, un truc comme ça. Et il y avait un mec qui était venu me voir, qui avait lancé un site d'adoption. Quand je dis adoption, c'est-à-dire de dating, et qui est dans le cadre du travail et qui cartonnait. Il venait de lancer ça. Et je dis, bah, en fait, faut que tu fasses des investissements sur des serveurs et tout. C'était le métier qu'on faisait. Il faudrait mettre 100 000 balles. Tu vois. Il me dit, moi, j'ai pas les 100 000 balles pour gérer cette croissance et tout. Et je dis, bah, moi, si tu veux, je te les donne. Enfin, je te les donne. Genre, j'étais prêt à mettre les sous de ma maison de divorcé, tu vois, pour l'aider à faire ce projet-là. Tu vois. Donc, pour moi, c'était, viens, prends cette énergie que j'ai, moi,
Et en fait, il me s'est dit, mais t'es qui tu vois, je peux pas prendre tes sous, tu vois, t'es pas un business angel. Mais si, je peux t'aider et tout. Et il a pas voulu, j'aurais dû, parce que c'était une super affaire. Et en fait, plutôt de mettre cet argent dans quelque chose d'inerte qui était l'immobilier et autres, et ben en fait, je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser comme quand j'étais jeune, je disais, tiens, cet argent me permettait d'aller au bowling. Là, c'est dans des proportions plus élevées, mais je me suis dit, tiens, je vais le mettre pour vivre des expériences et rencontrer des gens. Donc, j'ai commencé à investir cet argent dans des projets. D'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui finalement avaient besoin de ces sous, et où je dis, moi, je l'ai gagné comme ça, et j'aurais bien aimé que quelqu'un m'éclaire et me donne cette énergie. Et donc j'ai commencé à investir dans des projets qui n'étaient pas des projets immobiliers, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, ça m'a, tu vois, en fait, je me débarrassais un peu de cet argent encombrant, et il servait. Alors, je l'ai fait très mal, parce que normalement, un investisseur, il le fait vraiment avec la notion de l'argent, alors que moi, c'était plutôt du genre, viens, je vais t'aider, quoi, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à devenir business angel. Pardon ? C'est pas, pourquoi tu dis très mal ? C'est juste ta façon à toi de... Alors quand je dis très mal, c'est par rapport à la performance, parce que si tu joues le jeu de l'argent, en fait, c'est quoi tes conditions, c'est quoi tes multiples, c'est quoi tes... tu vois, et donc on est dans un jeu d'argent. Alors que moi non, j'étais un homme de projet, j'étais pas un homme d'argent. Je suis pas C'était une façon comme je suis une autre. pas un financier investisseur, je suis un amateur de l'entrepreneur qui finance. Et donc pour moi, c'est pas très mal. C'est très bien. C'est par rapport à ton objectif à toi qui était de créer de te créer des expériences et de rencontrer des gens. Oui, tout à fait. Et c'est marrant parce que autant à mon entreprise, tu vois, j'ai eu ce projet pendant quasiment 14 ans, et en fait, je me suis retrouvé donc à investir cet argent. Et le fait d'investir cet argent, en fait, c'est un peu comme quand tu es installé dans un couple et que tu as une aventure à côté. Et en fait, cette aventure, elle t'aère l'esprit, mais elle te permet aussi de te rendre compte de la chance de ce que tu as en interne chez toi, dans ta boîte. Et de la performance de ta boîte. En fait, tu vois, ça te donne un point de repère, parce que moi, j'avais connu qu'une aventure quasiment, tu vois, qui était celle de mon entreprise, et les chiffres qui s'étaient associés, et donc je voyais à quel point on avait un beau bébé, en fait, tu vois. Et surtout, je reprenais du plaisir. Donc le fait d'avoir dépensé cet argent m'a fait rencontrer des gens formidables, participer à des projets hyper intéressants, et en même temps, ça m'a enrichi. Je marque un temps pour dire, voilà, enrichi en termes d'expérience humaine. Humainement. Exactement, en termes d'expérience humaine, parce que je l'ai dépensé, mais j'ai vécu des expériences. Alors, peut-être que je retrouverai pas les multiples d'argent que j'ai pas mis, quand j'ai mis 100, est-ce que je récupérerai 300, 400, 500 ou même 0, parce que c'est arrivé que je récupère 0. C'est un risque, mais en fait, pour moi, si tu en vis l'expérience, en fait, tu vois, c'est comme quand tu vas jouer au casino, tu vas soit pour gagner, et c'est là t'as perdu, soit tu y vas pour jouer, et quand tu joues et que tu prends plaisir à jouer, de toute façon, t'as gagné. Après que tu ressortes à 0 ou avec 500, t'as passé une bonne soirée, en fait. C'est important, c'est de passer une bonne soirée. C'est comme ça que je l'ai fait. On se perd un peu sur l'entrepreneuriat, mais... Non, mais c'est intéressant parce que tu parles quand même d'argent, tu vois, tu parles quand même de ta notion d'argent, et je crois que... mais on va passer à la suite de ton aventure et à la vente de ta boîte. À quel moment tu décides... Enfin, tu décides, j'imagine que t'es pas tout seul, t'es avec des associés, mais... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, ok, c'est le moment de céder ? En fait, quand tu te rends compte de la valeur... Non, je dis la valeur de ta boîte. Quand je dis la valeur, c'est vraiment la valeur en puissance, tu vois. C'est la valeur pour les gens. Tu vois, l'argent, la valeur de quelque chose, elle est donnée par le collectif, en fait. Et donc, tu te rends compte de la valeur de cette boîte. Effectivement, elle t'enrichit un peu chaque année. Et tu te rends compte que tu as tout ton patrimoine dans la boîte. Donc, c'est un danger, en fait. Parce qu'en fait, cette snowball que tu poussais, en fait, elle t'a embarqué.
et tu peux pas en sortir aussi facilement de ça. Parce que tu as un engagement avec les gens, tu as un engagement avec tes clients, tu as un engagement avec ton associé, et donc tu es engagé, et en fait ton patrimoine, il est directement lié à ces engagements. Et quand tu as eu ça pendant 14 ans, tu n'as pas trop de fenêtres de liquidité. Tu vois. Quand aujourd'hui une start-up elle lève, le fonds qui a mis des sous, il dit je récupère mes sous dans 5 ans. 7 ans maximum, tu vois, sauf certains fonds. Donc en fait, tu te dis, mais attends, si je veux changer de vie, je suis obligé de me déconnecter à la fois de mon patrimoine et je dois me déconnecter de l'engagement que j'ai pris auprès des gens, mais aussi du patrimoine. Et en fait, j'ai tout mis dans cette boîte pendant 14 ans, quoi. Tu vois, des années de vie, des années de non-salaire que j'ai mis, j'ai bargain, tu vois, j'ai mis dans une sorte de mono-bitcoin qui est ma boîte, tu vois. Ouais. Effectivement, elle vaut beaucoup de valeur, mais elle a pas de liquidité, je peux pas dire, hop, je pars et je sors, en fait, tu vois. Oui, tu peux pas faire en sorte que la boîte te rachète. Si, c'est possible, mais c'est pas facile en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, quelle valeur tu lui en donnes, tu vois. Oui. Tu peux dire, attends, si il va racheter mes parents, ouais, mais il va te proposer un prix qui n'est pas le prix du marché, donc tu es obligé de demander au marché. Enfin, tu vois, donc bref, c'est un élément un peu compliqué. Et en fait, il y a eu une fenêtre où on faisait de l'hébergement et du DevOps. Donc pour ceux qui connaissent, tant mieux, mais pour les autres, en fait, on vend une sorte de cloud. Et là, on a l'arrivée des gros clouds américains qui débarquent. Et donc, c'est une crise. Et la crise, c'est à la fois un risque et une opportunité. Et en fait, on est quand même en bout de course et on profite de cette fenêtre de tir pour dire on va interroger le marché. Et nos concurrents avaient lancé une politique de consolidation. Et nous, on était le plus gros des petits. Et s'il y en a un des deux qui nous rachetait, c'était bien. Et donc, en fait, on s'est fait racheter par un de nos concurrents, enfin, un des deux même, plusieurs, et c'était plusieurs sur le marché. Et on a vendu à un de nos concurrents. Tu vois. Et là, moi, ça a été un élément un peu... C'est quelque chose que je redoutais énormément parce que j'étais engagé. J'ai un de mes clients, un de mes employés. J'ai appelé quasiment tous mes clients. Et en fait, quand on... Déjà, moi, je pensais que, tu vois, j'étais coupable. Et en fait... On revient à la culpabilité, bien sûr. J'étais coupable, j'ai l'impression de partir avec la caisse, tu vois. C'était vraiment ça. Et il y a un de mes employés qui avait été... qui était un de nos collaborateurs qui était chez nous depuis 4 ans et qui avant était chez le concurrent qui nous rachète. Ok. On en avait 2. Et je me souviens de les convoquer, de leur dire voilà, je tenais à vous dire que voilà, on se fait racheter. Là. Et là, il se passe un truc et je te remercie s'il écoute. Et il me dit bravo, c'est beau ce que vous avez fait et tout, c'est génial, merci. Oh là là, si j'avais su plus tôt, tu vois. Parce que, et effectivement, en fait, je me suis rendu compte que personne m'en voulait. Tu sais, j'avais vraiment l'impression, et j'ai continué alors que on pouvait, j'étais libéré du jour au lendemain. J'étais pas obligé de travailler. En plus, j'avais demandé à pouvoir être libéré du jour au lendemain parce que je voulais investir à accélérer mon investissement dans les startups. Tu vois. D'accord. Et pour expliquer un peu aux gens, en général, quand on se fait racheter comme ça, les mecs, les acheteurs, ils te verrouillent entre guillemets pendant quelques années. Ils te filent une partie du prix et puis ils te disent, ok, au bout de X années, 2-3 ans, on te file le reste avec un bonus, avec une petite carotte. Exactement, tout à fait. Et là, il te... Donc c'est plutôt cool pour toi de pouvoir sortir du jour au lendemain. C'est assez rare. Et normalement, les gens, ils en profitaient direct, c'est en mode YOLO, quoi. Et moi, j'ai continué à bosser pour la boîte pendant quasiment 3 ans. Ah ouais? Pas en full-time, en part-time, mais quasiment 3 ans. Et je le faisais parce que je me sentais redevable par rapport à ceux qui nous avaient rachetés et par rapport aux gens de mon équipe d'accompagner pour que ça se passe le mieux possible, en fait, tu vois. J'ai l'impression que c'était le prix à payer, tu vois. Et tu l'as fait par contrainte. C'est-à-dire que si on t'avait dit, si t'avais pu te sentir libre par rapport
à qui t'étais, à qui tu es aujourd'hui, tu vois, peut-être tu te dirais, non, en fait, moi, c'est bon, j'ai fait mon temps, quoi. Alors, par rapport à qui je suis aujourd'hui, vu comment je continue à travailler même par plaisir, je sais pas. Mais oui, je pense que peut-être que j'aurais dû un peu plus. Mais c'est dur d'arrêter de travailler. Pas de jugement. Je me souviens, il y avait un mec qui avait qui avait fait une offre, qui nous avait mis à 35 ans une offre sur la table. Je me souviens plus combien c'était genre un 5 ou 6 millions, un truc comme ça, un truc où tu commences à te poser la question, c'est plusieurs millions pour chacun, sur la tête 2. Et le mec, tu sais, je me dis, putain, ouais, pourquoi pas, là, tu vois, je vais avoir 35 ans. Et je m'étais dit, je sais plus si je m'étais dit 35 ou 40, tu vois, pour en termes d'entreprise, pour me mettre un petit peu à l'abri. Je sais pas pourquoi j'avais cette image en tête. Je sais pas pourquoi j'avais construit ce besoin. Et je me suis dit, tu devrais si tu le saisis pas là et que tu le fais dans 5 ans, tu deviendras comme ton père, accro au travail. Et en fait, je sais que pendant ces 5 ans-là, en fait, je suis vraiment devenu accro au travail. Mais l'objectif, c'était d'augmenter l'high score, c'est ça, dans ta tête? Non. L'objectif de cette addiction au travail, tu veux dire? Ouais. Je sais pas. Non, c'est pas une question de sous. Travailler, c'est pas vraiment une question de sous. C'est vraiment une question de... Comme quand toi, tu me dis, tiens Seb, tu peux venir faire un podcast. Je te dis ok, et je me sens engagé vis-à-vis de toi de te fournir cette prestation. Je suis désolé, hein. Désolé les gars, je vous promets, ce podcast n'est pas rémunéré. Mais t'as l'impression de t'être enfermé en fait quand tu m'as dit ok. T'aurais pu me dire, écoute, finalement je veux pas. Hein. Non, moi je suis un peu yes man. C'est-à-dire on me propose, je fais. Tu vois, j'ai du mal à dire non, et je sais que il peut pas en ressortir quelque chose de bon, okay. Quoi. Tu vois. Moi, j'allais dire, ça aurait été pénible parce qu'on n'aurait pas pu avoir cette conversation que je trouve cool, tu vois. Ouais, non mais ok, je comprends. Moi, j'aime bien, et puis j'aime bien réfléchir aux choses, tu vois. L'aspect ingénieur. Là. Ouais, conceptualiser les choses, essayer d'aller à la root cause. La racine de l'origine des problèmes, tu vois. Je me suis dit, je trouve que ton sujet de podcast, il est intéressant, et en fait, en tant que mec, participer à essayer de déconstruire, excusez-moi pour ce mot trendy, le rapport à l'argent, je trouve c'est important, tu vois. Parce que c'est un rapport à l'argent qui a un rapport aux relations, on va pas trop parler, mais et en fait, c'est lourd, quoi, comme sujet. C'est lourd. On va en parler. Ouais. Ça m'intéresse, en fait, parce que tu dis que t'es devenu accro au travail entre tes 35 et tes 40. Mais en fait, j'étais en train de chercher pourquoi t'étais devenu accro entre tes 35 et tes 40, tu vois. Je suis devenu accro parce que, autant avant, je travaillais parce que je pensais que c'était le rôle d'un dirigeant de surtravailler. Autant, entre 35 et 40, il y a un moment, j'ai une sorte d'illumination. J'ai découvert des choses. Et en fait, j'ai craqué des trucs dans ma tête. Et c'est devenu un art martial que j'adorais faire. C'est-à-dire que les gens qui travaillent avec moi, mes associés sur des projets, ou des gens que je coach ou autres, ils comprendront la notion d'art martial. Et en fait, t'es là... quand tu fais du karaté, tu fais 100 fois le même point, même coup de poing, les gens ne le comprennent pas, mais en fait, non, c'est un peu différent parce que... Et en fait, tu as envie de pratiquer ça. Et aujourd'hui, je suis plus un entrepreneur, je suis investisseur et coach d'entrepreneurs, mais je suis coach, je suis pas un consultant. Le consultant, tu te dis, je veux perdre 5 kilos, il te dit quoi manger, il te fait une liste. Le coach, tu lui dis, tu veux perdre 5 kilos, à 6h du matin, alors qu'il pleut, il sonne à ta porte et il vient courir avec toi, tu vois. Et il est là parce qu'il aime courir, pas parce que il aime donner des conseils et prendre des sous. En fait, tu vois le truc. Ouais. Donc, quand j'ai découvert ça, en fait, c'est pour ça que je travaille, parce que c'est ma vie, c'est mon activité. Alors bien évidemment, j'ai envie de profiter du high score
de la personne, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai investi dans la boîte, c'est pour récupérer de la valeur qu'on crée ensemble, tu vois. Mais c'est vraiment par amour, tu vois, du geste, de résoudre des problèmes compliqués avec des gens smart, d'avoir des moments où on fait mince, comment on va faire l'année prochaine, on est en train de prendre le mur, enfin tu vois, c'est des trucs, c'est dur quoi. Je crois que Vas-y, pardon. T'es plus le pilote, ouais. T'es plutôt à côté ou derrière, tu dis, il prend à droite, et s'il prend à gauche, bon, bah, c'est lui qui prend à gauche, mais tu prends quand même léger, quoi. Tu vois, tu prends quand même là, oulala, ça secoue, tu vois. C'est trop intéressant ce que tu me dis, parce que je crois que c'est un truc qui est parfois compliqué pour les gens qui ont peut-être pas d'argent ou qui manquent d'argent, tu vois, d'avoir ce truc de forcément quand t'as de l'argent, tu fais tout pour jouer pour l'argent. Et c'est pour ça tout à l'heure quand tu disais moi je suis pas un très bon investisseur. En fait, quand tu viens raconter que tu le fais pour toi et parce qu'en fait t'as envie de vivre des expériences humaines et que l'argent n'est pas forcément ton moteur principal, je trouve ça hyper important de le dire, tu vois, et de pas juste te référer juste à ce dénominateur ou cet étalon qui serait juste l'argent, parce qu'en fait ça enferme dans une boucle qui est l'argent est juste la raison de tout, quoi, tu vois, ou le moteur de tout, alors que j'ai pas l'impression que ce soit le cas chez toi, quoi, tu vois. Ah bah non, mais quand j'ai dit pas devenir un bon investisseur, c'est-à-dire que voire même quand on parle d'argent, je me rends compte que et qui est mon argent, je suis mauvais. Je prends un exemple, c'est-à-dire qu'un investisseur normalement, tu vois, il investit, puis 5 ans plus tard ou 3 ans plus tard, il y a un nouveau tour d'investissement, et là, il y a une sorte de bras de fer avec ceux qui arrivent, et puis ceux qui sont déjà là, puis ceux qui arrivent veulent sortir, ceux qui sont déjà là, et toi, tu te dis, non, je suis content, j'ai mis 10 000, je veux récupérer 30 000, mais, enfin, justice, ça vaut 30 000, mais moi, je veux rester pour que ça vale 300 000, surtout que, depuis que, avec les nouveaux, on va, c'est sûr, et puis eux, ils disent, non, on te rachète à 30 000. Et là, tu dis non, et en fait, il se passe un combat autour de l'argent, on parle plus du tout du projet, tu vois. Et là, tu dis, faut que je me défende sur l'argent, en fait. Alors qu'en fait, moi, j'étais là pour parler projet, en fait. Mais t'es obligé de développer, de devenir un petit, de jouer le game de l'argent. Ouais. Tu vois le truc. Et t'es plus dans le game du projet. Tu devais vivre, toi, quand tu vends la boîte, tu vois, tu commences à parler de problèmes d'argent et on parle plus du tout de. Bien sûr. Donc, moi, ma boîte, elle valait une valeur infinie, tu vois. Voilà ça. Et donc, t'apprends. Tu apprends à parler d'argent, tu apprends les problématiques de la finance, et donc tu joues le game de l'argent, tu vois, genre, je sais ce que j'ai expliqué tout à l'heure, tu vois. Et que, de dire, non, est-ce que j'ai pas mis telle clause dans le contrat, c'est pas bien, j'aurais pu récupérer plus, ou bien j'ai lâché à un moment où, en fait, j'aurais pas dû lâcher, j'aurais pu gagner plus, enfin, Et là, oui, il y a un petit côté calculateur, parce que tu joues au Monopoly, mais en fait, c'est pas mon drive. C'est pas mon drive. Moi, je me dis, si on bosse bien, il y aura suffisamment d'argent pour tout le monde. Mais en fait, non, parce que même s'il y a suffisamment d'argent pour tout le monde, il y a toujours là qui sont là pour le gratter. De toute façon, il y a des problèmes quand il y a trop d'argent ou quand il n'y a pas assez d'argent. Quand il y a trop d'argent, les gens se battent. Et puis, quand il n'y a pas assez d'argent, les gens se battent. Donc, voilà. Donc, tu vends ta boîte. Tu deviens du jour au lendemain très riche. Tu gagnes combien de sous qui arrive sur ton compte en banque, boum, personnel pour le coup, celui de ta boîte. 1, 2, il y a 8 chiffres sur mon compte. T'es en train de faire le calcul. Attends, je calcule bien. C'est en dizaines de millions d'euros. C'est ça que tu dis. Ouais, ça dépasse. Tu peux pas le dire ? Tu veux pas le dire ? En fait, je sais pas, parce que j'aurais dû le regarder, parce que, en fait, si l'acheteur avait publié le chiffre, ah oui. Je te dirais, mais il l'a pas publié. Tu vois. Donc t'es un peu le cul entre deux chaises. Et puis même, tu vois, même 4 ans après, j'ai pas touché toute la somme encore. Quoi ? Oui, parce que tu sais, même si j'étais libre, tu peux payer la chose en plusieurs morceaux. Ok. Voilà. Et donc ouais, c'est. Donc ça se joue en dizaines de millions d'euros. J'imagine pas qu'une seule dizaine de millions d'euros. Non mais tu veux savoir. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que je trouve, alors je comprends vraiment l'idée de dire OK, en fait, c'est pas une info publique et en fait ça te fait chier pour moi, l'idée c'est à quel point ça te change la vie. Non mais de toute façon, à partir du moment où fais un calcul, si tu prends 10 millions en fait, tu vois, si tu prends 10 millions que tu as 40 ans, qu'il te reste 50 ans à vivre. Tu vois, tu fais 50 ans divisé par 10 millions.
Ça fait combien? Ça fait beaucoup. Tiens, vas-y, fais le calcul. Ça fait beaucoup. C'est dur, hein. Tu peux claquer beaucoup d'argent. Voilà. Surtout que ces sous te rapportent. Donc en fait... Oui, il y a ce truc aussi de... Quand tu places cet argent d'un coup d'un seul... En fait, tu te rends pas compte. Faut que tu fasses... Pardon, tu te rends pas compte. Faut que je me rapproche du micro. Tu te rends pas compte et c'est marrant parce qu'une fois, j'avais un rendez-vous. Et en fait, tu te rends pas compte de la hauteur. J'ai un rendez-vous, je suis en train d'attendre et devant, et puis le mec avait une demi-heure de retard pour visiter un truc. Et juste à côté, t'avais un magasin Lamborghini. Ah, ça, on aime bien ces histoires. Il y a des voitures, et les footballeurs et tout. et donc, je regarde et je dis, tu sais, je me dis, c'est X% de ce que j'ai sur mon compte. Je dis, tu vois, c'est beaucoup et tout. Nan. Et en fait, je me suis trompé d'un zéro. Ah non, c'est 0,X% de ce que j'ai. Tu vois. Et je suis, en fait, c'est beaucoup, quoi. Tu vois, tu peux pas. Donc c'est beaucoup et en même temps, c'est rien du tout. Parce que si tu décides d'aller t'acheter une Lamborghini, ça va, ta vie, tu vois. Oui, bien sûr, non, mais c'est rien. Ouais. Puis surtout, je suis pas voiture, donc en fait, oui, c'est ça. Faire, quoi, tu vois, dans l'absolu. Moi, j'étais, tu vois, j'ai mis 2 ans à me décider d'acheter un Fixie à 1 000 €. Tu vois, j'étais genre que j'ai gardé 10 ans. D'acheter un vélo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, tu vois, c'était pas ma cam, quoi. Moi, je suis content quand j'ai un écran. Là, j'ai acheté un écran à 500 balles, 34 pouces. J'ai mis 2 mois à choisir. Tu vois, donc, je suis encore là-dedans. Je suis encore dans le côté, mais. En revanche, il y a des choses où l'hôtel à 300 balles, bah en fait, tu vois, je suis parti pendant 3 mois, j'ai fait que ça tous les jours, tu vois. T'as passé ce cap-là? J'ai passé le cap-là. Voire même, ça m'arrive de faire des nuits à 700, tu vois. Mais en disant, fais pas trop quand même. Tu vois. Parce qu'il y a un truc qui est bizarre, c'est que quand t'as ta boîte et qu'en plus c'est une boîte rentable, t'as les sous qui arrivent en permanence, t'arrives pas à les vider. Quand t'as vendu d'un bloc, en fait, c'est un bloc. C'est un bloc dont t'as la responsabilité et que juste ici, t'as été très mauvais à le gérer. Comment tu fais pour... En fait, je sais pas. Qu'est-ce que ça change dans ta vie de te retrouver avec autant d'argent comme ça du jour au lendemain? Est-ce que je sais pas. Alors, il y a un truc qui est... Et là, on va pouvoir parler du rapport aux autres. C'est-à-dire que, en fait, avant, j'ai une boîte, tu vois, je fais d'hébergement, ok, c'est cool, tu vois. Bon, même si après les gens disent, tu fais combien de chiffre d'affaires? Ou t'as combien de personnes? Tu vois, on avait dépassé 100 personnes. Et donc tu dis, quand même, et puis ils viennent voir tes bureaux, ils font, oulala, tu vois. Et en fait, c'est marrant, c'est toujours la représentation du statut. T'as des jolis bureaux, tu les connaissais en plus, c'était des clients. Et tu vois, ils étaient un peu jolis et tout, et c'était sympa. Surtout à l'époque, c'était avant les startups qui dépensaient des milliers de cents dans les bureaux. Et on s'était fait chier à faire un truc assez sympa. Et parce que on voulait avoir un cadre de vie sympa. Ce que j'ai pas précisé, c'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai fait une boîte, c'est parce que quand je faisais des entretiens, on me proposait des jobs où j'étais là, j'avais un DSI en costard cravate et ça me plaisait pas du tout. Et moi, j'avais envie de tous les jours être dans un univers qui me plaît. Donc, quel est le meilleur univers que celui que tu crées? Donc, en fait, j'ai fait une boîte pour créer mon univers. Et en fait, t'étais en train de parler du rapport aux autres. Oui, le statut, en fait. Quand t'as vendu, tu vois, donc, hésite, il y a un petit communiqué de presse et tout. Bah, en fait, ça te donne un statut. Ok, par défaut, ça te donne un statut. Ah ouais, c'est un mec qui a exit, tu vois. Et bravo. Qui alors, exit, ça veut dire d'avoir... que t'es sorti de ta Voilà, ouais. Et donc, et en fait, on considère que t'es arrivé, t'as réussi. Je dis, déjà, avant, je disais des conneries. Et on me croyait pas. Maintenant, il dit des conneries, il a exit. Donc, ce qu'il doit dire, c'est hyper intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, tu vois, ça a pas... même si ça m'a un peu détendu par rapport à mon patrimoine, parce qu'il est plus coincé, il est liquide. Donc, en fait, je peux vraiment plus en faire ce que je veux. Donc, j'ai récupéré une liberté. Mais à l'inverse, je n'ai plus de statut. Tu fais quoi dans la vie? J'ai de l'argent. C'est chaud, hein, tu vois. Et donc il y a ce rapport qui change où les gens t'écoutent alors qu'en fait où ils veulent des conseils, alors qu'avant je donnais des conseils, on m'écoutait pas, voire même dans ma boîte on m'écoutait pas alors que j'étais le patron, et là maintenant on t'écoute parce que t'as hésité. Et c'est marrant, alors, sans cracher dans la soupe, mais en fait on parle de tous ces hésites et tout, mais en vrai qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché un de mes outils. Et en fait, j'ai pas emmené la boîte au-delà
d'un certain volume, d'un certain montant. OVH appartient toujours à OVH, enfin au fondateur d'OVH, tu vois. Donc ouais, c'est cool, mais en vrai, j'ai un peu pris ma retraite, en fait, tu vois. Et la retraite, est-ce qu'on considère que c'est l'aboutissement et le succès d'eux? Tu vois, non. Mais là, dans ce cadre-là, dans le cadre de... En plus, les gens sont persuadés que quand j'ai fait ma boîte, j'ai joué le jeu des startups, c'est-à-dire je poste sur ma malade pendant 10 ans pour après devenir super riche. Non, je l'avais fait parce que j'avais envie effectivement de créer mon propre univers et que tous les jours, je kiffais avec les gens avec lesquels je travaillais. J'adorais mes équipes, tu vois, et on s'amusait avec les équipes et on rigolait et ça me faisait plaisir d'aller vendre à Thalès en mettant un pull Batman et voilà quoi. Et puis ils trouvaient ça bizarre, mais non, on est du digital, on est des gros geeks et puis voilà. Et ça me faisait plaisir de dessiner cette société, tu vois. Et là maintenant, tu vois, je ne la dessine plus quand tu n'as plus de rôle, tu vois. Tu vois. Et résultat, ben le fait de me transformer en entrepreneur, enfin en investisseur et coach d'entrepreneur, en fait, c'était une façon de redonner du sens sans nécessairement être pieds et poings liés avec tout ton patrimoine dans le projet, quoi. Parce que les gens s'imaginent, et quand je parle des gens, c'est les gens qui ont pas beaucoup d'argent ou qui doivent travailler, parce qu'en fait, toi, aujourd'hui, t'as juste acheté ta liberté, enfin, t'as gagné ta liberté, t'as pas acheté, t'as gagné ta liberté et tu peux décider de ne plus travailler si tu veux, tu vois. Oui. Et je crois qu'il y a un peu ce fantasme de mais pourquoi tu continues à travailler? Ouais. Alors en fait, je tiens à avertir tout le monde, c'est que derrière la colline, il y a rien. Derrière la colline, il y a rien. Vraiment, la colline de ah ouais, je veux plus d'argent, je veux devenir riche. En fait, derrière, il y a rien. Spoiler alerte, il y a rien. En vrai, ça m'a rappelé à un moment où j'ai fait une dépression vers 18-20 ans, justement, quand j'ai commencé à faire de l'informatique. Et parce que, en fait, j'étais soi-disant comblé. Toute ma scolarité, ça a été très difficile jusqu'au bac. Il fallait absolument passer le bac. Tous mes frères et sœurs avaient passé le bac. Bref. Et donc, je me suis accroché, sans en vouloir y mettre, mais je me suis enlevé, je l'ai passé. Et avant, tu réfléchis à rien, t'es là, t'es au lycée, tu t'amuses et tu sais qu'il y a un truc, il faut que tu passes le bac. Et une fois que t'as passé le bac, en fait, ça y est, t'as le choix. Tout est possible. Et tu fais exactement ce dont t'as envie. Mais en fait, c'est bizarre, parce qu'en fait, avant, je réfléchissais pas. J'avais juste le bac à passer. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Et en fait, quand tu te dis, tiens, je veux plus d'argent, qu'est-ce que je ferais si j'étais riche et tout. Mais en fait, c'est un leurre. Ça t'empêche de réfléchir sur ce que tu veux vraiment. Et effectivement, j'ai changé ma vie. Effectivement, je suis plus libre. Mais aujourd'hui, j'ai la même vie que, tu vois là, je suis à moitié à Lisbonne, à moitié à Paris, je suis à moitié au Brésil et je suis à moitié à Paris. Enfin, donc ça fait un tiers plutôt. Et ben, je continue à travailler parce que le Covid me le permet, à distance. Et je croise dans les cafés, les cowork, des consultants qui ont exactement la même vie que moi, exactement la même, sauf que peut-être qu'ils viennent en éco, et encore moi je fais éco premium, je suis pas business, et d'ailleurs mes potes se foutent de ma gueule sur ce sujet, et donc tu culpabiliserais de prendre une business? Ouais, j'arrive pas à prendre une business, tu vois. Enfin, ça m'arrive de temps en temps, je suis très fatigué, que je demande alors que j'ai pris un billet éco, à combien il est le business, et puis là j'évalue, tu vois, j'oublie que j'ai déjà acheté un billet, enfin bref, tu vois. Et en fait, j'ai exactement la même vie qu'eux. Exactement la même vie qu'eux. Donc, alors oui, je peux partir un petit peu plus en voyage, mais bon, moi, ce qui me fait plaisir, c'est un écran 34 pouces. Tu vois, donc qu'est-ce qui t'empêche de t'acheter une place en business, tu vois, qui te permet de pouvoir... parce que quand tu vas au Brésil, j'imagine quoi, c'est 6-7 heures de vol, c'est ça, peut-être même plus, 9 heures pour Sao Paulo. 9 heures de te dire, ok, en fait, je vais pouvoir me mettre bien, je vais pouvoir dormir, je vais pouvoir être cool, parce que bon... T'as 44 balais aussi, c'est pas comme si t'avais non plus 75 ans, mais tu vois, t'as plus non plus 20 ans, quoi. Donc, une bonne nuit... Je vais peut-être dire un truc qui va te choquer en disant que j'avais 8 chiffres sur mon compte et que là, je vais te dire que... Rien me choque. Bah non, mais payer un billet d'avion 3500 balles pour 9 heures, 3500 balles pour 9 heures, en fait, versus 350, je crois, un truc comme ça, donc 10 fois plus. Mais ça me choque pas.
Je comprends. En fait, 9 heures bah, moi, je trouve ça hyper cher. Non, mais en fait, ça me choque pas que tu veuilles pas l'acheter, tu vois. Bien sûr, moi, je trouve ça hyper cher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Ok, c'est parce que déjà, je trouve ça hyper cher. Et deux, je rappelle que, en fait, le vrai coût de l'avion, ben, c'est le coût écologique. Donc déjà, je voyage beaucoup, donc culpabilité again. Alors si en plus tu prends l'équivalent de 4 places éco en prenant un business, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je prends juste avant de partir, je dis est-ce qu'il reste de la place en business, donc tu vois, je te prends, mais ouais, un petit côté non mais c'est intéressant, paradoxal mais ouais, en permanence je me dis tiens, les choses sont chères et j'ai l'impression d'acheter des choses chères et des fois je dépense, et alors que je pourrais me faire plaisir, je me fais pas plaisir, je me dis j'achète des trucs chers, tu vois. Ok. Et donc j'ai l'impression de dilapider l'argent, tu vois, parce que c'est un bloc, c'est plus un flux, tu vois. Alors qu'en fait c'est un flux parce que tu l'investis, ça revient et tout. Bref. Oui. T'as du mal à te dire ça. Tu m'as dit, on s'est vu donc il y a quelques mois pour parler justement de cette interview et tout. Je reparlerai après du déj, mais en fait c'était trop intéressant parce que tu me disais que c'était, on a encore un peu de temps ou pas? Oui. C'était compliqué pour toi parce que de ce fait-là, tu étais en décalage horaire, donc tu travaillais avec les gens en France sur les premières heures de la nuit à Sao Paulo, et que de ce fait-là, bah, après t'étais réveillé, t'allais juste faire une heure de sieste, et que tu retravaillais jusqu'à la fin de la journée, et que limite t'étais cramé. Et je te disais, mais pourquoi tu te mets dans cet état-là Et tu me disais, parce qu'en fait, moi, je veux pas toucher à mon capital. Oui. Et que je veux faire en sorte alors, je sais plus, tu me disais, il faut que je rentre 10-15 000 euros par mois pour faire en sorte de payer mes frais et tout. Sur l'entreprise. Sur ta boîte. Et donc, bah, il faut que je bosse, quoi. Et je t'ai regardé avec des grands yeux en me disant, je sais pas combien t'as devant toi, tu vois, mais qu'est-ce qui fait que tu cours comme ça, tu te sois encore mis dans cette fameuse roue Ouais. où tu peux pas faire autrement que de courir, quoi. C'est une bonne question. C'est fascinant. Non mais et pas de jugement, hein, tu vois, parce que non. Bah en fait, tu récupères un capital et tu dis bon ben ça m'a pris des dizaines d'années de constituer ce capital. On essaie de pas trop y toucher en fait. Et donc aujourd'hui pour payer mon quotidien en fait, ben c'est aussi le rapport à la valeur travail, tu vois, qui est très importante dans mon éducation. Ben en fait tu dépenses ce que tu gagnes en fait, tu vois. Donc je dépense ce que je gagne. Donc alors oui, j'ai un peu de surplus, j'ai un peu de bonus à dépenser le cas échéant, mais j'essaye d'être à l'équilibre entre le temps que je travaille et ce que je rapporte et ce que je dépense. De pas trop changer ça. J'arrive pas à faire autrement. Je n'arrive pas à changer ça. Ça te coûte parfois? De quoi Bah, tu vois, tu disais que t'étais crevé, etc. Ah non, ça me, tu vois, genre, je me rends compte du truc complètement, c'est complètement débile, mais bon. C'est pas genre, là, au mois de novembre, j'étais, tu sais, quand on s'est vu, j'étais rincé et j'ai pris une semaine de vacances. Et je me suis dit, donc tu vois, j'ai pas facturé, j'ai pas machin, donc j'ai gagné moins. Et je me suis dit, oula, tu prends juste une semaine. Pour les auditeurs, hein, là, je fais des grands yeux. Il fait des grands yeux, genre, il fait oh là là là. Et donc, c'est quand même fou, quoi. Ça veut dire, parce donc, que je facture pas. Vraiment fatigué. Ah ouais, j'étais hyper fatigué. Donc, j'ai pris une semaine de vacances. Et tu voulais pas prendre 15 jours. Et je voulais pas prendre 15 jours. T'aurais pu prendre 15 jours. Alors, le calendrier faisait que c'était pas possible, pour d'autres raisons, mais ouais, en fait, j'aurais dû prendre 15 jours. Tu aurais dû prendre 15 jours. J'aurais dû prendre 15 jours. Et je sais pas, mais mais tu sais, c'était comme à l'époque où j'avais ma boîte au tout début, j'étais avec mon ex-femme, j'ai dû partir 3 semaines en vacances sur 4 ans. Elle me le reprochait, mais en fait, c'est parce que je crois que j'avais peur de rien faire, en fait. Tu vois. Peur du vide. Et peur de pas assez travailler. Alors que j'étais un glandeur à l'école, quoi. C'est fou. C'est ça qui est impressionnant. Donc, c'est plutôt le rapport au travail que le rapport à l'argent. Est-ce que c'est ça aussi, tu vois? C'est de dire, tu vois, c'est un mélange entre travail, argent. Tu vois, le travail, ça crée de la valeur. La valeur, c'est sanctionné par l'argent. Donc, en fait, c'est un peu
C'est ce que tu disais, c'est bloque. que derrière la colline, comme tu dis, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un rapport au travail d'une manière ou d'une autre, ou que tu vois une forme d'addiction qui n'est pas réglée, en fait, c'est vachement plus dur de réussir à profiter de ce que tu as. Et ouais, une fois que tu es au-delà de la colline, tu as de la colline, bon, ok, tu as gagné de l'argent, mais what else, tu vois, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Alors, en fait, tu commences à réfléchir. Et en fait, c'est le seul truc que ça t'apporte, c'est que tu commences à réfléchir. Mais tu peux commencer à réfléchir avant de gagner tout cet argent, quoi, tu vois. Et effectivement, après, ça crée un leurre. C'est-à-dire que t'es en haut de la colline, donc tout le monde te regarde. Waouh, le gars est arrivé en haut de la colline et il te regarde différemment. Mais en fait, tu fais pas les choses mieux. C'est juste les gens qui te regardent différemment. C'est pas toi. En fait, c'est comme la façon dont tu t'habilles. Tu vois bien que les gens ils te parlent différemment quand t'es en costard que quand t'es habillé pour aller acheter ta baguette le dimanche matin. Le rapport, il est pas le même. Les gens te regardent pas pareil, les filles te regardent pas pareil. Enfin, et donc c'est juste un habillage. Ce n'est pas toi. L'argent, ce n'est pas vous. Enfin, vraiment, c'est un point important, en fait. Mais on finit par l'oublier. Parce que même si toi, tu essaies de l'oublier, eux, les gens ne l'oublient pas. Et il y a des choses qui sont faciles pour toi, qui sont pas faciles pour les autres. Parce que comme je te dis, les gens t'écoutent. Parce que tu t'introduis auprès de quelqu'un, c'est déjà Titeil, c'est vraiment déjà que tu vois, t'es millionnaire. Et donc, non. Et en fait, toi, non, tu veux juste une relation simple et tu veux pas de biaiser la discussion qu'on a parce que tu sais que le mec, il va t'écouter, quoi, tu vois. Mais c'est impossible, arriver à un certain point, avec des gens qui savent quitter. Bah oui, et c'est, je sais pas. Moi, c'est pour ça que j'aime bien rencontrer des nouveaux gens, parce qu'en fait, ils savent pas quitter. Et puis, j'aime bien, moi, j'ai toujours travaillé le côté low profile, pas trop de mode ostentatoire et tout. Mais d'ailleurs, je dis ça parce que quand t'es arrivé là, et je me souviens que j'ai ma meilleure amie qui m'avait reproché ça, qui m'a dit attention, tu fais que de parler d'argent, ah ouais, oh, mince, tu vois, zut, parce que et c'était plutôt en mode faut optimiser ci, faut optimiser ça, plutôt en mode high score que plutôt en mode t'as vu, on s'est parlé, et puis le mec, au bout d'une heure ou deux, il te parle d'argent. En fait, c'est pas pour show off. C'est pas parce que j'en ai, mais parce que à la maison, mon père travaillant dans les entreprises et gérant des entreprises, nous parlait d'argent. Cet argent-là n'était pas tabou. Le fameux argent qui ne t'appartient pas. Voilà, exactement. Donc moi, l'argent qui est aliéné, pour moi, j'aime bien en parler parce que c'est pareil, c'est comme un high score, mais ça n'a rien à voir avec celui que tu gagnes. C'est fascinant. Vraiment, il y a une forme de... Je sais même pas si c'est une bipolarité, une forme de schizophrénie. Ouais, voilà, c'est une schizophrénie. Ouais, c'est une schizophrénie. Il y a deux mondes, deux salles, deux ambiances. Je voudrais... T'en as un peu parlé là des autres, mais je voudrais reparler de cette fameuse anecdote, moi, qui m'a fait dire ok, on va avoir des trucs à se raconter, où je t'ai offert, on est donc allé déjeuner ensemble et je t'ai offert le déj spontanément. Je t'ai dit non, t'inquiète, ça me fait plaisir de te payer. Et en fait, tu m'as fait des gros yeux, tu m'as fait vraiment là vous l'avez pas les gens, mais vraiment tu m'as fait un double take, genre de quoi tu payes. Et je me suis dit putain, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que systématiquement en fait les gens avec qui tu déj s'attendent à ce que tu payes parce que t'as des sous, c'est ça? En tout cas, toi t'étais parti pour payer, pour m'inviter. Ouais. C'est... En fait, il y a un truc un peu vicieux qui s'installe, c'est que tu te dis bon maintenant tu vois, je peux aller au resto tous les jours, tu vois, et donc tu vas au resto et tu donnes rendez-vous à un pote et tu dis viens, on va dans ce resto. Et le resto, en fait, c'est un resto où le mec, quand il décide de se faire ce resto-là, c'est plutôt, tu vois, il le fait en mode en couple, tu vois, ou un date, c'est dans son budget, en fait, tu vois. Ou bien, il se le fait, enfin, pour se faire plaisir, tu vois. Ouais. Et toi, t'as pas envie de lui imposer ça. Tu vois, parce que toi, c'était plus pratique, c'est là où tu vas et tout, et effectivement, là, peut-être pour 50 balles, tu vois, par personne. Et donc, ce que tu fais pour pas le mettre dans l'embarras, tu dis vas-y, je t'invite, tu vois, genre. Et en fait, en fait, tout le monde trouve ça. Je vais pas dire tout le monde trouve ça normal, mais c'est la majorité.
Je me souviens, une fois, j'avais eu un date Tinder et elle me disait que c'était très rare le nombre de mecs qui proposaient de payer, en fait, tu vois, voire même qui l'invitaient, tu vois. Et donc, statistiquement, en tout cas sur ça statistique, en fait, tu vois. Donc, en fait, les gens, moi, je me retrouve dans une situation où il laissait la priorité vraiment sans problème. Et encore plus sans arrière-pensée du fait que ça représentait une somme plus dérisoire pour moi que pour n'importe qui, en fait. Tu vois. Et résultat, à faire ce geste, en fait, tu te rends plus compte que tu le fais systématiquement. En fait, t'invites systématiquement quand t'es avec quelqu'un et que ça arrive suffisamment rarement pour que les gens insistent pour dire non, attends, vas-y, c'est moi qui je paye. Non, vas-y, je paye ma part, y a pas de problème. Donc ça arrive souvent. Mais dire non, mais c'est bon, c'est moi qui t'invite, tu vois. En fait, c'est moins tu vois. Alors que souvent c'est le cas dans le sens où je l'invite la première fois, il m'invite la deuxième, ça c'est plus courant, mais là c'était la première fois, il dit non, c'est moi qui t'invite, tu vois. C'est le côté. Donc, c'est pour te dire. De ce fait-là, les gens partent du principe que, en fait, toi tu peux payer, donc tu payes, en fait. Et tu te retrouves dans cette situation à payer systématiquement. Ouais. Sauf avec tes potes qui sont dans la même catégorie que toi, quoi. Parce que t'as d'autres potes qui sont riches aussi de ce fait-là, qui ont pas de soucis d'argent, c'est ça? Ouais, il y en a avec qui D'ailleurs, c'est assez marrant parce que toute cette flopée de start-upers qui ont fait des exits, tu te retrouves avec des nouveaux potes, enfin que tu connaissais d'avant, tu vois. Mais c'est mieux quand tu les connais d'avant parce qu'au moins tu te comprends et puis surtout tu peux partager l'expérience que tu peux pas partager trop avec d'autres. Surtout quand c'est dans la même période, parce que ceux qui ont fait ça il y a 20 ans sur la première bulle, c'est plus la même. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé le dernier épisode le revival de Friends où ils expliquaient qu'en fait, je l'ai pas vu. Mais t'as pas vu, mais il y a un moment, il y a Ross, David Schwimmer, ouais, exactement, qui dit, écoute, on était c'est peut-être Matt Leblanc qui disait ça, qui disait, mais en fait, on vivait un truc tellement extraordinaire que nos potes comprenaient pas. Et en fait, les seules personnes qui comprenaient la situation dans laquelle on était, c'était c'est nous 6 en fait, tu vois. Et donc c'est comme les candidats de Koh-Lanta. Ouais, c'est ça. Ils ont une communauté parce que personne d'autre peut comprendre ce qu'ils ont vécu. Exactement. Et là, c'est un peu la même chose. Et ça crée un biais parce qu'après, tu pars en vacances ensemble, mais bon, t'as des additions qui sont hors sol. Et il y a des fois, je dis, ouais, stop. Des fois, je suis invité régulièrement et je pourrais partir en permanence de ci, de là, mais j'essaie de pas trop le faire et je préfère aller partir en vacances avec ma pote architecte, tu vois, dans un truc plus roots, sur une plage à être dégalé, on a froid. Parce que c'est ça la vie en fait, c'est pas que les hôtels de ouf où tu te fais masser tous les soirs et tu machin et tout, tu vois, c'est pas la vie. Et comment tu te retrouves alors avec des potes quand t'es comme ça en vacances qui eux ont peut-être un rapport plus détendu et moins coupable à l'argent et ça te fait chier? T'es pas bien? Je sais pas si je suis pas bien, j'ai un peu j'ai l'impression d'avoir le rôle du mec un peu austère, quoi. Tu vois? Le protestant. Ouais, Calmons-nous. Oui, ouais, exactement. Okay. De dire, vous faites 2 semaines, moi j'ai un 4 jours, tu vois. Parce que c'est le nombre d'euros à la minute qui me choque, en fait, des fois, tu vois. Et donc, mais qui me choque, mais dans lequel, c'est pas eux qui ont un problème, c'est moi, hein. Tu vois, je ne les juge pas, je me dis juste c'est moi qui ai du mal tu vois, à assumer ça, quoi, tu vois. C'est trop intéressant. Donc voilà, mais en même temps je dis merci parce qu'ils font des trucs que, tu vois, moi j'y arriverais pas, ça me sort de ma zone de confort et je dis oui, allez, vas-y Seb, tu peux faire, fais-toi plaisir, tu vois. Voilà. Et après je l'ai pas mal fait, puis après je me suis un peu calmé, tu vois, et là en ce moment j'essaie de revenir sur des choses simples, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je t'ai pas amené, dont tu aurais bien aimé parler en rapport avec l'argent? T'as pas d'enfant? On va pas parler de ça. Non, j'ai pas d'enfant. T'as pas potentiellement d'héritier? Non. Ou d'héritier? J'ai fait des donations. Et j'ai
Et je me suis posé la question du testament, en fait. Et je me suis dit, tiens, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai l'avantage d'avoir 11 neveux, tu vois. Mais même si je découpe et je fais 11 parts égales, en fait, je me dis, si tu leur donnes cet argent, est-ce que c'est un cadeau? Grande question. Voilà. Et donc, je me suis dit, je me suis donné un montant au-delà duquel, en fait, fallait pas que ça dépasse et le reste, c'est à bonnes œuvres, tu vois. Parce que, tu vois, j'avais une copine pareil qui était, tu as vendu sa boîte, qui dit, moi, je veux mourir broke et que mes enfants, ils aient juste ce qu'il faut. D'ailleurs, tu le vois bien, hein, la plupart des multimilliardaires disent, en fait, j'ai rien donné à mes enfants, je donne tout. Alors, en fait, pas rien, c'est quand même quelques millions, oui. Mais voilà, ça les met à l'abri du besoin. Mais c'est pas aidé, en fait. C'est vraiment pas aidé. Donc, d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand j'avais voulu faire bon, alors désolé les frères et sœurs si ce passage passe, mais en fait, j'avais fait lors de la session de ta boîte, t'as la possibilité de donner avec une réduction d'impôt. Donc, tu profites de cette fenêtre pour finalement donner sans que l'État se sucre trop. Tu vois. Et donc, je les convoque tous et je leur annonce, voilà, je vends de la boîte, donc j'ai une opportunité, donc je voulais donner à chacun de mes neveux. Et voilà, je vous dis, voilà la somme et tout. Bref. Et là, tu vois, on signe avec le notaire et tout, ils se font, ouais, c'est cool, c'est bien, franchement, c'est bien, c'est dans les valeurs, blablabla. C'est combien de sous? Tu peux le dire ou pas? Tu veux pas le dire? Je sais plus. Je sais plus combien c'était. Okay. C'était en dizaines de milliers d'euros. Okay. Et de quoi t'acheter une voiture quand t'as 18 ans, quoi. Ouais, voilà, ou bien un apport pour un appart, tu vois, bref. Et en fait, alors, là, les neveux, ils avaient entre 8 et 18 ans, je crois, un truc comme ça. Ou 7 et 18 ans. Et donc, on signe et tout, puis ils commencent à parler, et puis je dis à ma soeur, mon frère, il dit, ouais, bon, alors, comment est leur annoncer? Et puis il dit, bah non, on leur dit pas, moi, ils sauront à 18 ans, et tout. Puis ils disent, bah non, mais il faut quand même le dire, et tout. Là. Et puis ils discutent, et moi, tu vois, je suis vraiment à côté. Personne me pose la question, tu vois. Puis à un moment, ils n'arrivent pas à se décider. Puis, non, mais en fait, on va laisser à Sébastien le soin de décider, tu vois. Et moi, c'est marrant parce que j'avais l'intention de leur dire, mais quand j'ai vu que c'était sujet à débat, j'ai dit, bon, bah, on va peut-être pas le dire. Puis je me suis dit, bon, on va pas le dire. Et puis j'ai réfléchi. Et puis j'ai dit, comment je fais pour donner du sens? Et donc finalement, là, j'ai décidé de dire oui. Donc on va leur dire, on va leur annoncer. Et donc le jour où on leur a annoncé, je leur ai dit, bah ouais, vous savez ce que je fais et tout, oui, t'as une entreprise et tout. Bah effectivement, le fruit de cette entreprise, donc le fruit de l'entrepreneuriat, m'a permis de constituer un capital et donc je vous donne un petit morceau de ce capital. Et ce capital, il est entaché du fait d'entreprendre. Et donc, vous pourrez y toucher à 18 ans. Et si vous utilisez cet argent pour entreprendre quelque chose, je remets le même montant. Double la mise. Je double la mise, exactement. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y en a qui disent, ah ouais, je vais acheter des jouets. Je dis, mais pourquoi t'as besoin d'acheter des jouets? T'en fous, tu vois, t'as déjà des jouets aujourd'hui, tu vois. Donc essayer de lui dire, attends, il y a rien de l'autre côté de la colline, tu vois. Et donc de lui dire, bah écoute, si tu veux, propose-moi un projet, parle-moi d'un projet, et puis moi je mettrai, t'auras le double, tu vois. Donc en fait ça arrive avec des idées, des projets. Trop bien. Tu vois. Et donc ça veut dire, ah bah oui, je pourrais créer quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas j'ai envie j'y mets de l'énergie, et donc cette énergie elle peut être doublée, et puis et donc ça me permet d'avoir des discussions autour de ces sujets avec eux plutôt que de simplement le rapport à l'argent, je te donne de l'argent, quoi. Tu vois. Peut-être que c'est comme ça qu'a commencé Gérard Mullier. Ah ouais, peut-être. Tu sais. Oui, avec dans tous les cousins. Je leur pose la question. Mais non, c'est. Mais oui, mais en fait, c'est important, quoi. Tu vois. Donc, et c'est c'est marrant parce que, mais tous, hein, je pense que ce problème d'argent, il est à la tête de tout le monde. Je me souviens une de mes nièces qui, un an plus tard, à un anniversaire, me saute dans l'air et me dit, t'as de la chance, toi. Je dirais, pourquoi? Parce que t'es riche. Tu me regardes, je suis pas riche. Être riche, c'est aussi
Tu peux être riche de façon différente. Tu te dis, mon frère, il a 2 enfants, moi j'ai pas d'enfants, il a une femme, moi je suis célibataire, tu vois. Donc en fait, il est riche de ça, que moi je ne suis pas en fait, tu vois. Donc ce n'est pas, l'argent n'est pas une fin en soi. Et c'est bien parce que ça oblige à aborder ces sujets et à démystifier la question du fait d'être un témoin toi-même, bien placé parce que tu l'as vécu auprès de tes tiers, donc, enfin de tes pairs. Donc non, ça c'est important, quoi. Voilà. Non, dans les sujets tu as discuté, il y a peut-être aussi la relation amoureuse, en fait. Ouais. C'est marrant que tu m'aies pas posé la question. Bah, en fait, t'as évoqué ton divorce, mais après, je sais pas trop si t'as envie d'en parler ou pas, tu vois, de ta relation amoureuse qui s'est avortée. Le divorce est arrivé avant que tu veux dire aujourd'hui, depuis que t'as des sous, comment ça se passe? Non, alors c'est pas. Donc je te disais par rapport à la relation amoureuse, la question qui se pose, c'est le mode de vie que tu peux avoir toi et l'autre personne qui elle a un travail avec les contraintes, moins de liberté, donc ça a un impact. Et puis il y a aussi le côté, en fait t'as des facilités et en fait tu vois, je me suis toujours dit en fait ça doit être très dur d'être quelqu'un de connu parce que tu sais pas si la personne est avec toi parce que t'es connu ou pour qui tu es, en fait. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils sortent entre mecs connus, tu vois. Souvent. D'ailleurs il y a même un mec qui m'a dit maintenant il faut que je te présente des filles qui sont des filles d'eux et qui ont de l'argent parce que sinon tu sauras jamais. Ah, je lui en ai voulu qu'il me dise ça parce que ça m'a trotté dans la tête, en fait. Tu vois. Et c'est pas complètement faux en même temps, quoi, tu vois. Bah oui, non, mais bien sûr, c'est pas complètement faux. Et puis en fait, c'est même parce qu'en fait, ça offre un certain confort et indirectement par un billet à 3 bandes. Je comprends quand j'ai des copines qui veulent pas se séparer parce que tu comprends, on est installé, c'est compliqué. Divorcer, ça coûte cher. Enfin, tu vois, donc tu vois, c'est l'argent qui a un impact sur bien sûr, sur ta vie et ton bonheur, en fait, tu vois. Donc c'est dur en fait, tu peux pas y réchapper, tu peux pas le cacher. Tu peux pas faire un date et dire oui, tu peux, hein, mais au fur et à mesure du temps, elle vient chez toi, ton appartement, et tu te dis voilà, qu'est-ce qui se passe, tu vois, bon bref. Et donc tu peux le cacher, mais ça tient un temps et en fait, tu peux juste assumer, voilà, c'est là. Ça fait partie. Profitons-en. C'est pas moi qui t'en fais profiter, c'est on en profite. Et on essaie de le vivre ensemble, de façon un peu décomplexée, même si c'est important de pas... et c'est là où j'en reviens encore à l'austérité, de pas trop être en mode... j'y arrive pas trop. Les voyages, les machins, les trucs... parce que en fait tu t'habitues sur quelque chose qui est qui doit rester exceptionnel, en fait. Tu peux pas être en vacances tout le temps, sinon ça a plus de plaisir, en fait, tu vois. Et surtout toi t'es dans une phase de ta vie, tu vois, ma copine est plus jeune, en fait elle est dans une phase où, quand moi à cette époque-là je prenais 3 semaines par an, quoi. Non, même pas. 3 semaines sur 4 ans, quoi. Tu vois. Ah oui. Donc là, vas-y, viens, on va faire du kitesurf au Brésil. Bon, non, en fait, tu vois. Et quand c'est elle qui dit, vas-y, pourquoi on va pas faire du kitesurf au Brésil? Non. Parce que toi, t'es dans la valeur de... Mais bon, c'est une autre époque aussi, tu vois. Bon, je sais pas. Donc ouais, leur rapport à la relation avec tes amis, et tu vois, c'est comme le resto ou comme les vacances, où en fait il faut que tu toi-même, le plus gros ennemi c'est toi, quoi. Tu vas te dire non, mais c'est bien si on fait un hôtel où il y a pas de clim. Non, c'est bien si on prend l'avion où il y a 4 escales parce que non parce que en fait c'est sinon tu gagnes en confort, mais tu perds en expérience avec le groupe, par exemple, si tu pars avec un groupe qui n'a pas les mêmes moyens, tu vois. Donc c'est fascinant. Voilà. Ouais.
Merci beaucoup, Seb. De rien. C'était vraiment, enfin, c'était passionnant. Ah oui, Vraiment. je sais pas, parce que ça Si, durait je te longtemps. promets. Souvent, je suis surpris de voir que les gens peuvent arriver au bout du podcast en disant C'était passionnant, vraiment, de voir. T'as dit plein de choses. Et surtout, tu sais, je suis au début des interviews, moi, donc ça me nourrit en même temps tout ce que tu es en train de me raconter pour mes interviews à venir. Donc, merci beaucoup pour tout ça. De rien. C'était adorable. Salut.